Asta, mage troubleur pour la maison de clan, vole un tome pour y parvenir. Il est traqué par des assassins, mais il les élimine tous, gardant le dernier pour le torturer et obtenir des informations. Asta maintient le chasseur au sol avec son pouvoir magique, lui demandant comment utiliser l'important tome, mais le type révèle qu'il ne sait pas. Asta commence à réaliser que Declan lui-même ne connaît pas la valeur du tome, car s'il le connaissait, il ne l'enterrerait pas dans un sous-sol rouillé. Cependant, ils l'ont quand même poursuivi même si Declan lui-même ne semble pas savoir comment utiliser le tome. Le chasseur suggère qu'Asta remette le tome afin qu'il puisse l'aider à implorer la clémence du chef de la maison. Asta refuse l'offre et fait savoir au chasseur qu'il va le tuer. Soudain, un portail s'ouvre derrière lui, et il sent une aura terrifiante et accablante émerger du portail. L'aura s'avère provenir d'un type cool tenant une canne. Apparemment, il s'agit de Faron Declan, qui est le chef de la maison Declan. Faron dit à Asta qu'il aimerait récupérer le tome, et après cela, ils peuvent avoir une petite discussion. Asta est submergé par la puissance qui se tient devant lui. Il est un troubleur depuis plus de 10 ans, et la moitié de ces années, il les a passées avec la maison Declan. Mais c'est la première fois qu'il pose les yeux sur le chef de la maison. La maison Declan est la principale famille magique du continent oriental, et il y a des rumeurs selon lesquelles le chef de la maison est le mage le plus puissant de son histoire. Asta peut sentir à quel point Faron est dangereux, mais il décide de faire bonne figure. Asta demande à Faron s'il est intéressé à prendre le butin de quelqu'un d'autre, ce qui est un acte éhonté. Faron rit quand il entend cela, mais Asta est nerveux parce qu'il sait ce que signifie la présence du chef de la maison lui-même. Asta est forcé de s'avouer que Faron a l'aura la plus accablante qu'il ait jamais vue. Faron fait savoir à Asta qu'il peut facilement le tuer et lui prendre le tome, mais il veut qu'ils aient une discussion. Faron dit à Asta qu'il aimerait qu'il revienne travailler pour la maison Declan. Il lui promet qu'il oubliera tous ses péchés s'il revient et lui remet le tome également. Faron admet qu'Asta a un talent remarquable et il ne veut pas qu'il soit gaspillé. Faron est impressionné par le fait qu'Asta vienne de la zone grise, mais il a réussi à maîtriser des techniques vraiment efficaces. Faron adoucit son offre, disant à Asta qu'il peut vraiment s'envoler ou s'il permet à la maison Declan de l'aider. Après lui avoir dit tout ce qu'il peut gagner en revenant à la maison, Faron termine par la plus importante, qui est de rendre le tome. Juste à ce moment-là, Asta dit à Faron qu'il a accepté ses conditions, et Faron pousse un soupir de soulagement. Cependant, Asta fait savoir à Faron qu'il a une condition. Juste à ce moment-là, Asta exige la chose la plus impitoyable. Il dit à Faron de lui remettre le siège de la maison, et il pourrait envisager de rendre le tome. Pour montrer à quel point il est impitoyable, Asta achève le type qu'il retient en otage. Cela énerve Ferran, et il fait savoir à Asta qu'il pourrait mourir à cause du chemin qu'il a choisi. Asta sait que Ferran n'a pas tort, mais il se précipite quand même pour attaquer Ferran juste parce qu'il veut mesurer la différence de leurs forces. Faron bloque facilement l'attaque bleue d'Asta avec son bouclier rouge. Faron se rend alors compte qu'il doit donner une leçon à Asta pour qu'il réalise qu'ils ne sont pas au même niveau. Restant cool tout en cultivant son aura, Faron libère une puissante explosion magique qui renvoie Asta en arrière. Asta est presque brûlé par l'attaque, mais il s'échappe heureusement. Il réalise enfin le genre de pouvoir que détient le chef de la maison. Il ne trouve pas une seule ouverture pour l'attaquer, et au moment où Faron remarque qu'il est perdu dans ses pensées, il le frappe avec une autre attaque. Faron lui dit alors qu'il n'est pas nécessaire de mesurer leur force car il est bien plus fort que lui. Asta se retrouve bientôt face à une puissante attaque magique qu'il ne peut pas éviter. Il se fait démolir, mais Faron se retient, et il le fait savoir à Asta. Il dit à Asta qu'il n'est pas prêt à le tuer, mais qu'il veut juste parler. Asta lui demande alors ce qui se passera s'il accepte finalement de retourner à la maison Declan. Faron répond qu'il ne le croira pas. Asta est content que Faron le sache, et puisqu'ils sont tous les deux au clair sur les choses, Asta prépare une autre attaque magique. Asta dit à Ferran qu'il en a assez d'être un messager et un chien pour qui que ce soit. Asta met tout son cœur dans l'attaque magique et est brûlé vif comme un éclair. Il bondit vers Ferran et déclenche l'attaque tout en disant à Ferran qu'il n'est pas prêt à retourner à la niche. Même la plus grande attaque magique d'Asta ne parvient pas à pénétrer la défense de Faron, et Faron se prépare enfin à lui montrer à quoi ressemble vraiment la puissance. Avant qu'Asta ne s'en rende compte, il est frappé par une puissante attaque magique qui le fait penser à son passé. Au moment où il ouvre les yeux, Faron se tient au-dessus de lui, le regardant de haut. Faron lui demande s'il a enfin vu à quoi ressemble la vraie puissance. Asta admet que Faron est assez fort, et puisque Faron veut qu'il parle, Asta lui demande s'il est prêt à lui permettre de redevenir un troubleur. Faron dit alors à Asta qu'il veut qu'il soit plus qu'un troubleur. Apparemment, il veut qu'il soit le chef de la famille Bongshin. Asta est choqué lorsqu'il entend l'offre présentée par Faron. Puisque la maison Declan est assez puissante pour même contester le trône, Asta comprend qu'ils le veulent comme chef de la famille Bongshin afin qu'ils puissent leur jurer fidélité en tant que l'une de leurs maisons vassales. Asta comprend enfin quel est le véritable objectif de Faron. Il fouille dans son espace de stockage et sort le tome. Faron sourit quand il voit cela, et il dit à Asta qu'il veut en fait lui et le tome. Faron est content qu'Asta fasse enfin le bon choix. Mais juste au moment où il est sur le point de récupérer le tome, Asta y met le feu, laissant Faron choqué. Faron est forcé de lui demander ce qu'il fait, et Asta lui dit qu'il n'a jamais eu l'intention de le lui donner.
Pharon assure à Asta qu'il va mourir d'une mort très horrible. Asta révèle alors qu'il n'est pas devenu un troubleur à cause de l'argent. Apparemment, Asta est en colère qu'un de ses coéquipiers ait été dévoré par le jeune maître de Declan en utilisant la magie interdite. Après que l'incident se soit produit, Declan l'a étouffé. Pharon est choqué d'entendre cela, et il comprend qu'Asta vient après eux à cause de la vengeance. Asta clarifie les choses, disant qu'il voulait seulement justice pour ses coéquipiers morts. Asta dit également à Pharon qu'il considérait sa récente série comme un acte de retraite. Asta révèle alors que ce sont ses derniers mots. Après qu'il a fini de parler, Ferrand lui met le feu en disant à Asta de brûler et de regretter ses choix. Cependant, Asta crie sur Ferrand pendant qu'il brûle, lui disant qu'il n'a rien à regretter. Asta était prêt à tout jeter tant qu'il ne retournait pas travailler pour la maison de clan. Alors que les flammes le consument, Asta considère cela comme une liberté, et il jure que s'il a la chance de renaître, il se vengera correctement. Soudain, Asta ressent quelque chose d'étrange comme si le temps s'était arrêté. Asta est totalement confus, mais pour une raison quelconque, le tome est toujours actif dans ses mains. Asta voit des cercles magiques apparaître sur tout son corps, et c'est la dernière chose qu'il voit avant de s'évanouir. Quand Asta ouvre les yeux, il se retrouve dans un endroit miteux où il est un mendiant. Il regarde autour de lui et commence à comprendre qu'il est revenu dans le passé. Il est revenu à l'époque où il était enfant dans la zone grise. Asta se dirige vers un lac où il regarde son reflet pour confirmer qu'il s'agit bien de lui, mais une version plus jeune de lui-même. La marque de feu sur sa poitrine est toujours là, même s'il est remonté dans le temps. Il n'a aucune idée de comment il est revenu dans le passé, mais il est sûr que la magie du grimoire y est pour quelque chose. Il comprend aussi que le grimoire doit vraiment être important pour que le chef de la maison l'ait poursuivi pour ça. Cependant, il n'y a pas beaucoup d'informations sur le grimoire, donc il ne sait pas vraiment. Puisqu'il est revenu dans le passé et qu'il a eu une autre chance, Asta croit qu'il est temps pour lui de réussir ce qu'il voulait accomplir. Il pense à sa mission et à son objectif, qui était aussi la mission et l'objectif de son camarade. Asta et son camarade avaient autrefois une conversation sur la raison pour laquelle ils sont dans la classe inférieure. Son camarade lui fait savoir que leur vie serait tellement meilleure s'ils étaient éduqués. Ils ne seraient pas esclaves des riches déchets qui les utilisent. À cause de cela, Asta prévoyait de prendre sa retraite pour pouvoir construire une bibliothèque. Asta veut construire une bibliothèque où n'importe qui, peu importe l'argent, le statut ou le genre, peut lire des livres librement. En fait, il veut passer à la vitesse supérieure en construisant une tour. Il n'a pas forcément besoin de la tour, mais il veut juste la construire pour le plaisir. De plus, il prévoit de mettre la technique secrète de la maison de clan sur la première page de son livre, donnant même aux plus pauvres des zones grises l'accès au secret. Il imagine déjà à quel point ça va être terrible, mais la seule chose qui reste est de savoir comment il va obtenir le manuel. Il apprécie son plan diabolique quand un coup de pied atterrit soudainement sur sa joue. Il se retourne pour voir un mec en colère lui demandant où il était passé. Il continue de frapper Asta, lui disant qu'il lui gardait sa place, mais qu'il était introuvable. Asta a du mal à se souvenir du connard qui l'a transformé en sac de frappe. Asta n'est pas prêt à permettre à quelqu'un de le traiter comme des ordures, et il attrape la jambe du mec. Il dit au mec qu'il l'a frappé cette fois, mais il prévoit de lui rendre la pareille 70 fois. Asta frappe le mec à la poitrine, mais son corps est faible, et il finit par se fouler le poignet. Asta est choqué par cela, mais alors qu'il est encore étourdi par ce qui s'est passé, il se fait frapper au visage à nouveau. Le mec reprend la raclée qu'il était en train d'infliger à Asta. Asta est ému aux larmes à cause de la douleur des coups de pied. La raclée continue jusqu'à ce qu'Asta voie une ouverture, et il pousse le mec dans le lac. Avant que le mec ne puisse se remettre sur ses pieds, Asta prend la fuite. Le mec sort de l'eau et lui demande pourquoi il s'enfuit. Asta répond simplement qu'il ne s'enfuit pas, mais qu'il fait une retraite tactique. Il assure au mec qu'il va se souvenir de son visage. Il promet de garder à cœur tous les coups qu'il lui a portés. Puisqu'il était un dépanneur vétéran et que le mot abandonné ne fait pas partie de son vocabulaire, il se vengera. Il se cache dans une ruelle où il regarde son poignet foulé. Il n'arrive pas à croire à quel point son corps est faible parce qu'il s'est cassé juste en donnant un coup de poing. Asta décide d'abandonner son rêve pour l'instant et de se concentrer sur l'entraînement de son corps faible et minable. Soudain, un enfant avec un œil rouge apparaît et demande à Asta s'il a faim. Asta est choqué par cela alors qu'il demande au garçon s'il le connaît. Le garçon répond simplement qu'il n'a aucune idée de qui il est. Asta peut dire ça puisque l'enfant ressemble à un enfant de noble. Il suppose qu'il a dû tomber en disgrâce lors d'une lutte de pouvoir. Asta classe le mec comme une petite bombe jolie ambulante. Le mec se présente ensuite comme Damien. Asta est surpris de voir pourquoi un enfant effrayant le regarde et lui dit des choses. Il est forcé de lui demander s'il est mentalement stable. Damien continue en disant qu'il n'a pas de mère, et Asta le complète en disant qu'il n'a pas de père puisqu'ils sont dans une compétition de qui est le meilleur orphelin. Asta suggère qu'ils fassent leur propre chemin parce qu'il ne veut clairement pas s'impliquer avec une bombe à retardement comme Damien. Quelques instants plus tard, Damien reste debout, et Asta est déjà effrayé. Il est forcé de demander à Damien s'il part ou non. Étonnamment, Damien lui dit qu'il va avec lui. Quelque chose dans la tête d'Asta lui dit de gifler l'enfant. Peut-être que cela l'aidera à retrouver ses esprits. Cependant, il dit simplement à Damien de s'éloigner de lui. Juste à ce moment-là,
Damien touche sa tête à cause de la blessure qu'il a. Damien lui assure qu'il peut le guérir. Avec un sourire effrayant sur son visage, il lance un cercle magique brillant qui commence à émettre des particules de guérison. Asta pense initialement que c'est une touche magique, mais il se rend vite compte qu'il a tort. Ce qu'il regarde n'est pas une touche magique, mais la lumière de la guérison. C'est une technique secrète de la maison Blanc-d'Or. Apparemment, la maison Blanc-d'Or est tombée à cause de la maison de clan. Asta n'arrive pas à croire qu'il vient de s'impliquer dans quelque chose de très dangereux. Asta commence à se demander pourquoi un enfant Blanc-d'Or se trouve à l'intérieur de la zone grise. Il comprend qu'à l'heure actuelle, la famille Blanc-d'Or devrait encore être forte. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, Asta appelle Damien par son nom, et il répond avec enthousiasme, révélant son autre œil, qui est de couleur verte. En gros, il a 2 couleurs d'yeux différentes. En voyant les yeux de l'enfant, Asta se souvient de quelque chose de très important qu'il avait oublié. L'enfant avec des yeux étranges était celui qui a grandi plus tard en tant que monstre de Blanc-d'Or. C'était le boucher fou qui ne mourra même pas quand vous essayerez de le tuer. Après que Damien ait fini de guérir Asta, il s'accroupit au sol pour compter les fourmis comme un enfant normal, laissant Asta totalement confus. Avant la régression, alors qu'il était encore un dépanneur, lui et ses camarades ont reçu l'ordre de la famille de clan de se diriger vers la famille Blanc-d'Or. Apparemment, la famille Blanc-d'Or avait besoin d'aide parce qu'il y avait un monstre dans leur domaine. Quand Asta et ses camarades s'y rendaient, ils croyaient que le monstre serait un ogre ou quelque chose de proche. Cependant, ils sont arrivés au domaine pour trouver une scène horrible. C'était Damien qui déchirait les gens comme si de rien n'était. Damien lançait sans cesse de la magie de guérison, riant alors qu'il se battait comme un fou. C'est là qu'il a obtenu le nom, le monstre de Blanc-d'Or, le boucher, qui ne mourra pas même quand vous essayerez de le tuer. Asta décide d'oublier ce dont il s'est souvenu et de se concentrer sur le présent. Il se demande pourquoi un descendant direct de la famille Blanc-d'Or est juste devant lui. C'est pratiquement le seul héritier de la maison, c'est bizarre qu'il soit dans la zone grise. C'est alors que Damien fait une suggestion bizarre. Il dit à Asta qu'il devrait manger. Damien dit que sa mère lui a dit qu'il devait manger pour rester en bonne santé, et il attribue la faiblesse d'Asta au fait qu'il ne mange pas. Asta n'a pas d'autre choix que d'admettre que le gamin a raison sur ce qu'il a dit. Asta lui demande ensuite s'il a de l'argent sur lui. Damien dit oui, et il sort une bourse pleine de pièces d'or. Le visage d'Asta s'illumine d'excitation quand il voit ça, et il déclare immédiatement que lui et Damien sont amis. Damien est choqué par cette amitié soudaine, mais Asta parvient à embobiner le gamin. Il lui dit ensuite que les amis partagent généralement ce qu'ils ont. Damien se laisse prendre à ses ruses et est d'accord avec lui. Asta suggère qu'ils aillent manger quelque chose, et Damien accepte. Après avoir fini de manger, il se retire dans un abri. Le ventre d'Asta est rempli de nourriture, ce qui ne lui était jamais arrivé auparavant. Damien révèle sa surprise qu'il y ait une maison au-dessus de l'endroit où il mange. Il avait dormi dehors, et il a soudainement mentionné qu'il n'avait pas non plus de père. Asta le corrige, lui disant qu'il a un père, mais Damien refuse d'être d'accord. Asta demande ensuite à Damien s'il a une mère, mais Damien dit que non. En gros, il croit qu'aucun d'eux n'existe puisqu'ils ne sont pas près de lui. Asta comprend enfin la situation, et il essaie de s'y faire. Asta demande à Damien depuis combien de temps il est seul. Damien révèle alors qu'après s'être enfui de sa famille, il a dormi 10 fois. Asta se demande si Damien est poursuivi. Puisqu'il prétend avoir dormi 10 fois, Asta pense qu'il est parti depuis 10 jours. C'est alors que Damien mentionne qu'il a aussi fait des siestes. Parfois, il fait des siestes 2 fois par jour. Cependant, le total des siestes qu'il a faites est de 10. Dans cette optique, Asta arrive à la conclusion qu'il est loin de sa famille depuis au moins 3 à 4 jours. Damien agit comme un enfant normal, et Asta se rend compte que les fous étaient innocents à un moment donné. Comme Damien est tout seul, Asta décide d'agir comme sa nounou et de tisser probablement des liens avec la famille Blanc-d'Or. Il sait que cela l'aidera certainement quand il voudra affronter la famille de clan plus tard dans le futur. Cependant, Asta est toujours bloqué sur le type qu'il a frappé 57 fois. Avant de s'allonger pour dormir, Asta dit à Damien de ne pas le déranger car il a quelque chose qu'il doit faire. Damien comprend immédiatement qu'Asta veut pratiquer sa respiration. Apparemment, dans la vie passée d'Asta, il a posé les fondations de sa magie sur quelque chose de basique, c'est pourquoi il a décidé de se faufiler dans les maisons nobles pour voler des sorts. Il a failli mourir dans ces cas, mais il a pu acquérir plusieurs sorts comme les sorts de corps durcis utilisés par les chevaliers. Il a également mis la main sur plusieurs autres, mais c'est au moment où il était sur le point d'être tué qu'il a finalement rencontré le vrai pouvoir. Cependant, cette fois-ci, il vise à être plus fort. Le sort qu'il veut apprendre est l'art fondamental de deux clans, la technique de l'origine céleste. Il s'agit d'un art basé sur les fondations qui permet d'accueillir tous les attributs du mana. Il l'a autrefois mémorisé grâce à des recherches, mais il est heureux de pouvoir enfin l'utiliser. Elle s'appelle la technique de respiration, et au moment où il l'active, il sent une forte vague de puissance le traverser comme s'il était brûlé par de la lave. Même si la douleur est grande, Asta est déterminé à l'endurer. Il voit soudain des impuretés brûler hors de son corps. Il s'avère que la technique est exclusive aux nobles de haut niveau, et elle force le mana à traverser pour brûler les impuretés dans les circuits. Asta s'immerge dans le processus,
et il se retrouve bientôt submergé dans un bassin de mana. Quand il se réveille enfin du douloureux processus, Damien s'est endormi. Il est choqué de voir qu'il ne reste plus d'impureté dans son circuit. De plus, son mana a été complètement purifié, plus grand que celui de sa vie passée. Cependant, il sait que même avec cela, il reste impossible pour lui de vaincre de clan. Néanmoins, ses chances ont augmenté. Asta se motive avec le fait qu'il est un dépanneur qui n'abandonne jamais. Plus tard, Asta aide Damien à changer la couleur de ses cheveux en brun, et il change également ses vêtements pour aider à garder son identité. Pour couronner le tout, il lui donne une casquette à porteur. Damien demande alors à Asta quel est leur prochain plan, et Asta répond qu'ils sortent pour semer le chaos. Momentanément, Asta trouve le type qui l'a frappé 57 fois. Au moment où le type le repère, il lui demande où il était. Mais avant même qu'il n'ait la chance de dire plus de bêtises à Asta, il reçoit un coup de poing dans les tripes. Le coup de poing envoie une vague d'agonie à travers tout son système corporel, le faisant immédiatement s'évanouir. Asta est fier de lui d'avoir réussi à frapper au bon endroit. Cependant, Asta n'en a pas encore fini avec lui car il prévoit de le frapper 123 fois. Le reste de la maison a vite découvert le remue-ménage, et ils sont sortis pour voir que leur plus jeune était la cause de tout cela. Au fond de lui, Asta imagine déjà les choses folles qu'il veut leur faire. Asta libère sa colère, et il commence à frapper les types. Il verse du mana dans son poing pour rendre ses coups de poing beaucoup plus douloureux. Damien se tient derrière pour regarder Asta déchaîner sa fureur, et il apprécie chaque instant. Damien empire les choses pour la bande car il commence à les soigner pour qu'ils puissent recevoir plus de punitions de la part d'Asta. La première personne qu'il soigne est le type avec lequel Asta a un différend. Le type pense que Damien lui rend service jusqu'à ce qu'Asta l'attrape, lui rappelant le nombre de coups qu'il prévoit de lui donner. Après en avoir assez de les battre avec ses poings, Asta a recours à l'utilisation de cannes. Il fouette le type principal si fort que ses fesses commencent à dégager une forte chaleur, mais il n'en a pas encore fini avec lui. Il appelle Damien pour qu'il le soigne afin qu'il puisse répéter le processus. Pour la victime, il ne voit pas des enfants mais une bande de maniaques diaboliques qui en veulent à sa précieuse vie. Quand Asta en a eu assez de toute la journée, il a finalement décidé d'arrêter. Pour ajouter la cerise sur le gâteau, il remercie ses victimes pour leur aide. Il les a utilisées comme sac de frappe, et il se sent très accompli. Il a réussi à effectuer plus de 100 coups par personne, ce qui en fait plus d'1 millier, et il est fier de lui. Le chef des victimes demande poliment à Asta s'ils peuvent partir, et il dit oui. Le type rappelle alors à Asta qu'il est chez lui, disant subtilement à Asta que c'est lui qui devrait se perdre. Asta comprend cela et le regarde avec une aura si effrayante qu'elle force le type et ses camarades à se retirer dans un coin. À ce moment-là, Asta sent que quelqu'un approche. Il voit que cette personne est douée, comme un dépanneur. C'est alors qu'il réalise que cette personne en veut peut-être à Damien. Asta est surpris qu'ils aient pu le trouver alors qu'il était prudent. Asta se rend compte qu'il est dans une mauvaise posture, mais il ne va pas rester les bras croisés à attendre d'être attaqué. Comme il était un dépanneur dans sa vie antérieure, il a été forcé d'affronter des situations difficiles, et c'en est une. Il rassemble tout le mana possible et le compresse plusieurs fois. Avec cela, il crée une balle de mana, et il la vise directement sur la personne qui fonce vers eux. Il tire, mais le type fait soudainement une glissade sur les genoux, l'évitant avant de crier le nom de Damien en l'appelant maître. Le type glisse vers Damien, et il s'avère que Damien sait qui il est. Apparemment, il est un majordome de la famille, et il s'appelle Alfredo. Il sert Damien fort, mais l'enfant lui dit de le laisser tranquille. Alfredo refuse, disant qu'il doit ramener Damien à la famille. Asta se tient juste derrière eux à regarder la scène bizarre se dérouler devant lui. Il réalise enfin que Damien s'est enfui de sa famille. Une fois les présentations terminées, Alfredo propose à Asta de les accompagner au domaine puisque Damien semble s'être pris d'affection pour lui. Asta prend une minute pour réfléchir à l'offre. Tout ce qu'il sait, c'est que la maison est une famille prestigieuse, mais il ne peut pas vraiment comprendre leurs véritables intentions. Néanmoins, il avait l'intention de nouer une relation auparavant, et comme le territoire de la famille est sur le chemin de la ville, il trouve cela très pratique. L'académie Xénion est également proche de la zone. Et comme la bibliothèque de l'académie est de premier ordre, Asta prévoit d'y jeter un coup d'œil en préparation de la construction de sa propre bibliothèque. Après mûre réflexion, Asta accepte l'offre. Momentanément, ils arrivent au domaine familial. Asta sort de la calèche en réalisant que c'est sa première visite officielle au domaine. Comme il est déjà tard, Alfredo suggère qu'il se repose. Il dit à la servante, Lancy, de s'occuper des enfants. Lancy fixe Damien avec des yeux très froids, et Damien comprend déjà qu'il est cuit. Plus tard dans la nuit, Alfredo se dirige vers les appartements de la matrone, Gamo. Alfredo dit à la femme que Damien était dans la zone grise et qu'il vient de le ramener. Gamo est une femme impulsive, et elle lance un sort d'attaque par rage avant d'apprendre que son fils va parfaitement bien. Elle pousse un soupir de soulagement, et Alfredo fait de même. Il savait évidemment que cela aurait été une condamnation à mort pour quiconque aurait blessé Damien. Apparemment, Gamo était autrefois appelée la sorcière de sang, et sa fureur est pratiquement imparable. Gamo félicite ensuite Alfredo pour son travail acharné. Avant qu'Alfredo ne parte, il dit à Gamo qu'il y a encore une chose. Alfredo dit à Gamo que le nouvel ami de Damien, Asta,
a remarqué sa présence avant même qu'il ne se montre. En réaction à cela, il avait déjà préparé une contre-attaque. Alfredo révèle qu'Asta maniait une balle de mana lorsqu'ils se sont affrontés. Gamma a été impressionnée en entendant cela, et elle admet que c'est un talent incroyable pour quelqu'un de la zone grise. À cause de cela, Alfredo dit à la matrone qu'il a une faveur à lui demander. Le lendemain, Asta se réveille avec une demande d'Alfredo, lui demandant de devenir son successeur. Asta est choqué quand il entend cela, et Alfredo est soulagé que le type ait été pris par surprise. Il est convaincu qu'Asta va sauter sur l'occasion car c'est une opportunité rare, mais Alfredo est stupéfait quand Asta refuse soudainement l'offre. Alfredo croit qu'il est devenu sourd, et il n'entend pas correctement. Même Damien est choqué de voir qu'Asta a rejeté l'offre. Asta admet que l'offre est importante, mais il fait savoir à Alfredo qu'il préfère que les choses restent telles qu'elles sont. Alfredo comprend immédiatement qu'Asta est né dans la zone grise, et il a appris la magie grâce à son talent naturel, c'est pourquoi il est si sûr de lui. Alfredo essaie ensuite d'écraser la confiance d'Asta en essayant de lui dire que le monde est très vaste, et il ne sait rien des dangers qui s'y trouvent. Alfredo compare Asta à un gobelin dans un grand canyon, mais Asta le corrige, disant qu'il se sent plus comme une vouivre. Alfredo est choqué d'entendre cela, et il décide de montrer à Asta ce qu'il veut dire. Alfredo emmène ensuite Asta à la maison d'entraînement des majordomes où les stagiaires ont leur session. Alfredo est fier de montrer à Asta un spectacle si grandiose. Il dit à Asta que les enfants ont tous son âge, et ils ont été reconnus comme le talent de la maison Blanc d'Or. Asta fixe les enfants et admet qu'ils ont suivi un entraînement précis qui ne les fait pas ressembler à des enfants. Cependant, il n'est toujours pas impressionné par ce qu'il voit. Asta dit à Alfredo qu'il peut sentir leur aura, et Alfredo est heureux d'entendre cela. Il lui demande ensuite à nouveau s'il est prêt à accepter sa proposition car il pourra briller comme les enfants devant lui. Cependant, Asta refuse à nouveau l'offre, disant à Alfredo qu'il déteste la lumière. À ce moment-là, l'un des enfants, Winster, lève la main. Winster dit à Alfredo qu'il a une suggestion. Winster croit qu'Asta n'a pas de talent, c'est pourquoi il a rejeté l'offre d'Alfredo. De plus, il croit qu'Asta ne peut pas vraiment saisir à quel point ils sont géniaux, et il veut le lui montrer. Il demande en gros un duel contre Asta, et Alfredo peut sentir la suffisance chez Winster, mais il l'autorise. Il demande à Asta s'il est prêt pour le duel. Asta comprend pourquoi le type voudrait se battre en duel parce que tous les stagiaires le voient déjà comme leur rival. Il sait qu'il le considère très probablement comme un type chanceux qui est sorti de nulle part, et il reçoit déjà l'offre de devenir le successeur du chef majordome. Asta accepte le duel mais demande à Alfredo s'il peut choisir son adversaire. Alfredo lui dit d'y aller. Asta pointe ensuite Winster, mais il ne s'arrête pas là car il pointe 4 autres stagiaires. Tout le monde est choqué quand Asta révèle qu'il veut un 5 contre 1. Winster n'en croit pas ses yeux, et Asta lui fait savoir qu'il est libre de reculer s'il a peur. Alfredo rit quand il voit cela, et il comprend qu'Asta a la charge que son successeur devrait avoir. Alfredo demande ensuite à Asta s'il est prêt à assumer la responsabilité de ses paroles, et il dit oui. Alfredo dit à Asta qu'il lui fera un cadeau s'il dure 1 minute dans le duel, mais s'il ne le fait pas, il n'aura d'autre choix que de devenir son successeur. Asta peut sentir le désespoir dans la voix d'Alfredo, mais il n'a pas peur du défi. Une fois qu'ils sont d'accord, Alfredo leur dit d'entrer sur le ring. L'instructeur des stagiaires est obligé de demander à Alfredo si tout cela n'est pas dangereux. Alfredo admet que c'est dangereux, mais il doit apprendre à Asta à cesser d'être arrogant. L'instructeur a peur car il ne veut pas causer de tort à l'invité de Damien. Il se dirige vers l'endroit où se trouve Damien et lui dit que son ami est en danger. L'instructeur veut que Damien arrête le duel, mais à sa surprise, Damien est excité par le combat. Il veut même se joindre à eux, mais Lancy lui dit que Gamma le grondera s'il s'en mêle. Alfredo dit alors à l'instructeur de commencer le match et d'arrêter de perdre du temps. L'instructeur en vient à la conclusion qu'il n'a pas le choix puisqu'il a fait de son mieux pour arrêter le duel. Lancy remarque l'humeur de l'instructeur, et elle quitte la pièce. Avant de partir, elle dit à Damien de ne pas s'en mêler. Damien sourit, assurant à la dame qu'il ne le fera pas. L'instructeur s'approche des enfants pour leur expliquer les règles. Il leur dit que ce sera un match libre pour tous. Il leur dit que le duel ne se terminera que lorsqu'un camp se rendra. Cependant, il leur fait savoir qu'il peut arrêter le duel quand il le souhaite. Winster fixe Asta avec tellement de dégoût alors qu'il se prépare à l'écraser et à le dénoncer comme une fraude. Juste à ce moment-là, l'instructeur commence le match, et Asta ne perd pas de temps avant de lancer un coup de poing imprégné de mana dans le ventre de Winster. Cela le renvoie en arrière de douleur alors qu'il crache du liquide. Avant que Winster ne s'en rende compte, Asta a abattu le reste des stagiaires. Ils sont tous en train de rouler sur le sol avec une douleur intense, mais Winster est le seul encore debout. Asta le fixe comme un méchant, et il lui dit qu'il est prêt à lui donner certaines des meilleures expériences qu'il puisse avoir. Asta dit cela en faisant rouler des balles de mana dans ses mains. Il dit à Winster que la première leçon qu'il a pour lui est de ne jamais sous-estimer le petit gars. Winster est déjà en train de se chier dessus quand il réalise qu'Asta manie avec désinvolture des balles de mana. Winster sait ce que signifie conjurer une balle de mana. Asta continue sa leçon, et il lui dit que la deuxième est d'arrêter de juger les gens facilement. Asta dit cela en frappant Winster et ses camarades avec des balles de mana. Ils crient tous de douleur car les balles leur causent une douleur intense.
Et pour la troisième leçon, Asta dit à Winster que le monde est vaste et amer. Asta se rapproche de Winster et l'achève avec un coup de poing. Asta sourit aux stagiaires en leur disant qu'il va personnellement leur enseigner les leçons qu'il vient de mentionner. Winster crie de douleur, traitant Asta de fou. Il lui dit qu'il n'utilise pas de magie contre eux, mais Asta rétorque que c'est de la magie. Asta continue sa leçon en donnant un coup de pied à Winster à la tête tout en lui disant qu'il utilise de la magie physique. Tout le monde dans la pièce est stupéfait alors qu'Asta tabasse les stagiaires comme si de rien n'était. Il les traîne comme s'ils étaient ses marionnettes personnelles. Alfredo est laissé sans voix par la balle magique qu'il vient de voir de Asta. Il se demande combien de fois la magie a été compressée. En raison de la puissance des balles, Alfredo se rend compte qu'elles ont été compressées au moins 4 ou 5 fois. C'est alors qu'il lui vient à l'esprit que s'il avait été touché par les balles de mana à l'époque, cela aurait pu lui causer de graves dommages. Il se rend compte qu'Asta a un contrôle total sur son mana inné, et en plus de cela, il est plutôt bon pour tabasser les gens. À l'arrière, Damian est occupé à les soigner pour qu'Asta puisse s'amuser davantage avec eux. Soudain, Lancy entre dans la pièce avec Gamo. Elle convoque immédiatement Alfredo, et lorsque l'instructeur se rend compte que la matrone est présente, il pousse un soupir de soulagement qu'il soit enfin sauvé. Gamo demande à Alfredo ce qui se passe, et il avoue qu'il était simplement en train de faire un test. Gamo n'arrive pas à croire qu'Alfredo considère ce qu'elle regarde comme un test. Asta est en train de démolir les stagiaires pendant que Damian fournit un soutien depuis l'arrière. Gamo ordonne alors à Alfredo de rassembler les stagiaires et de leur dire de se retirer. De plus, elle dit à Damian et Asta de se diriger vers leur chambre. Juste à ce moment-là, elle s'approche de l'instructeur et lui dit qu'il est viré, choquant le type. Plus tard dans la nuit, Gamo dit à Alfredo qu'il est allé trop loin même si ses intentions étaient pures. Alfredo admet son erreur et fait savoir à Gamo qu'il est prêt à accepter sa punition. Gamo demande alors à Alfredo si Asta a reçu de l'aide de Damian pendant le duel, et il répond non. Alfredo dit qu'Asta est juste très doué pour frapper les gens. Alfredo continue ensuite en disant à Gamo qu'Asta a utilisé la balle magique à nouveau. Cependant, il l'a compressée plusieurs fois pour augmenter la puissance. Quand Gamo entend cela, elle réalise qu'Asta a un bon contrôle sur son mana. Gamo ne l'a peut-être pas vu, mais elle est arrivée là pour voir Asta tabasser 5 stagiaires à la fois comme si de rien n'était. Gamo réalise également que manipuler une balle magique est difficile même pour un mage de haut niveau. Gamo demande ensuite à Alfredo à propos de la proposition de successeur, mais il fait savoir à la matrone qu'Asta l'a rejeté sans hésiter. Gamo se rend compte qu'elle doit réévaluer le gamin. Elle dit à Alfredo de lui amener Asta. Momentanément, Asta rencontre Gamo, mais Damian est également dans la pièce en train de grignoter des biscuits comme un gamin pourri ordinaire. Avant que Gamo ne commence à dire quoi que ce soit, elle pose une boîte sur la table pour Asta. Asta est surpris de voir cela, et Gamo lui rappelle qu'Alfredo lui a promis un cadeau. Asta est encore plus surpris que le cadeau soit préparé par Gamo. Elle lui dit d'ouvrir la boîte, et quand il le fait, il est choqué de voir qu'elle contient un article de haute qualité. Asta est surpris car même dans la famille Blandor, seuls les recrues des 5 meilleures divisions de mages le reçoivent. Sans aucun doute, Asta soupçonne qu'il y a quelque chose de plus attaché au cadeau. Comme si Gamo pouvait lire dans ses pensées, elle lui dit qu'il est libre de prendre le cadeau sans s'inquiéter. Gamo mentionne qu'Asta a aidé son fils dans la zone grise, et cela sert également d'excuse pour ce qui s'est passé plus tôt dans la journée. Asta n'est pas prêt à tomber dans un piège, et il demande à Gamo s'il sera obligé de rejoindre Blandor s'il consomme l'objet, mais elle répond non. Il demande ensuite si l'objet contient du poison, mais sa réponse reste la même. Asta est choquée d'apprendre qu'il n'y a aucune condition attachée à la consommation de l'objet. Asta remercie ensuite la dame pour le cadeau. Après cela, Gamo mentionne ensuite qu'elle a une proposition. Au moment où Asta entend cela, il réalise qu'il avait raison. Gamo révèle son plan pour organiser l'admission d'Asta à l'académie afin qu'il puisse y assister avec Damian. Asta est confus à ce sujet, et Gamo mentionne que Damian était censé aller à l'académie l'année précédente, mais il a refusé, c'est pourquoi cela a été reporté à l'année en cours. Cependant, Gamo ne s'attendait pas à ce que son fils s'enfuit comme il l'a fait. Elle peut déjà voir que Damien aime Asta, c'est pourquoi elle lui demande. Asta réalise que Gamo fait de son mieux pour s'assurer que Damien reste à l'académie car si elle le force, il s'enfuira à nouveau. De plus, Asta y voit une rare opportunité pour lui. Étant donné que l'académie lui fournira de nombreuses connexions, il ne pense pas que ce soit une mauvaise idée. Il sait que c'est une bonne idée, mais en même temps, il a l'impression d'être tenu en laisse. Il décide alors de dire à la dame qu'il va y réfléchir. Gamo est d'accord avec sa décision et lui fait savoir qu'elle attendra une réponse. Elle demande ensuite à Asta pourquoi il a refusé l'offre de devenir le successeur d'Alfredo. Asta sent qu'Alfredo écoute aux portes et décide de blesser son ego. Il dit simplement à la dame que ses genoux lui sont précieux, en gros, qu'il n'aime pas se prosterner devant les gens. Cela a directement touché le majordome qui se cache et écoute la conversation à la porte. Quand Asta retourne dans sa chambre, il consomme l'objet, et il est impressionné par les changements qu'il apporte à son corps. Son mana a beaucoup augmenté juste grâce à une absorption de 10%. Son physique est également en train de changer pour devenir celui d'un être né du feu. Asta est plus impressionné par le fait que l'absorption de l'objet ne cause aucune impureté dans son corps. Et concernant l'académie,
il y a déjà pensé, et il a déjà une réponse. Il sait que s'inscrire à l'académie lui donnera rapidement la possibilité de rencontrer un sponsor. Il y a beaucoup d'avantages à rejoindre l'académie, mais en même temps, il a l'impression de marcher dans un piège. Asta décide alors d'aller courir. Il sort de sa chambre, et juste à ce moment-là, il entend quelqu'un lui demander s'il est Asta. Asta se retourne pour regarder le type. Il évalue son apparence, qui se caractérise par des cheveux blonds platine. Puisque Damian est le descendant direct, Asta pense que le type est un parent. Asta décide de mentir, disant au type qu'il n'est pas l'Asta qu'il recherche. Le type est choqué d'entendre cela puisque l'apparence de la personne qui se tient devant lui correspond à ce qu'on lui a dit. Asta appuie son mensonge en disant au type que les cheveux sur sa tête peuvent changer à cause de la lumière, ce qui signifie qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être différentes. Le type suppose alors qu'il s'est trompé de personne et se retourne pour partir tout en s'excusant pour le malentendu. Juste à ce moment-là, Alfredo se précipite et mentionne le nom d'Asta au mauvais moment. Il est là pour parler de l'histoire du majordome, mais Alfredo mentionnant son nom a déjà révélé son identité à l'étrange type qui était déjà en train de partir. Le type se retourne immédiatement, disant qu'il avait raison parce qu'Asta a un visage désagréable. Asta n'a plus de moyen de couvrir le mensonge, et il admet qu'il est l'Asta qu'il recherchait. Cela énerve le type. Mais quand il réalise qu'Alfredo est là, il décide de reculer. Cependant, il dit à Asta de venir au mage hall plus tard dans la journée pour qu'il puisse le battre et lui apprendre les bonnes manières. Après le départ du type, Alfredo demande à Asta si quelque chose ne va pas, mais il répond que non. Au fond de lui, Asta cherchait déjà quelqu'un sur qui évacuer sa colère, et il voit le type comme le parfait cobaye. Asta prévoit de se rendre au mage hall plus tard et de le battre. Asta demande ensuite à Alfredo s'il est possible pour lui de voir Gamo à ce moment-là. Asta est alors conduit au bureau de Gamo. Gamo est choqué qu'Asta ait demandé une réunion si tôt le matin. Elle demande à Asta s'il a pris une décision concernant leur conversation, et il répond que oui. Étonnamment, il fait savoir à Gamo qu'il prévoit de s'inscrire à l'académie comme ils l'ont proposé. Gamo est surprise d'entendre cela, mais en même temps, elle est soulagée. Gamo dit alors à Asta qu'ils vont tout préparer très bientôt. Sur ce, Asta quitte la pièce, et Alfredo entre. Il interroge Gamo sur Asta, et elle lui assure qu'il a accepté l'offre. Alfredo est heureux d'entendre cela alors qu'il célèbre la victoire. Apparemment, il prévoit de couvrir les frais d'Asta pour le premier semestre. Mais au semestre suivant, Asta aura des difficultés à payer ses frais de scolarité. Il croit qu'Asta deviendra plus anxieux parce qu'il aimerait en apprendre davantage. Alfredo prévoit d'entrer en jeu et de donner un coup de main. Gamo est obligé de rappeler Alfredo à l'ordre, lui disant qu'il est trop bruyant. Alfredo s'excuse et se dirige vers la cuisine car il est presque l'heure du petit déjeuner. Après son départ, Gamo comprend pourquoi Alfredo est heureux. Il sait qu'il a enfin eu la chance de faire d'Asta son successeur, mais en même temps, Gamo pense que c'est un plan bâclé. Cependant, Alfredo semble être très confiant dans le plan car l'ancien majordome en chef a utilisé la même astuce sur lui. Asta décide alors de se rendre au mage hall où le crétin d'avant lui a dit de venir. Asta ouvre la porte et voit un mage avec son visage couvert sous la capuche, lui demandant pourquoi il est venu. Puisqu'Asta ne connaît pas le nom du morveux d'avant, il commence à bégayer. Soudain, le mage devient tout vif, disant à Asta qu'il l'attendait. Il demande à Asta de le suivre, et il l'emmène dans une autre pièce. Il l'incite à entrer, mais à faire attention à sa tête. Asta entre dans la pièce, et il est touché par plusieurs notes qui volent autour. Il comprend pourquoi le mage lui disait de faire attention à sa tête. Il rencontre bientôt un type qui se présente comme Vengé von Blondor. Il demande à Asta s'il est venu voir son petit frère, mais Asta est sincèrement confus par la question. Il se demande si le morveux d'avant est son frère. Apparemment, il y a une chose qu'Asta sait sur les mages de sa vie passée. Il y a une caractéristique commune parmi les mages. Au début, ils se retrouvent avec des cheveux ébouriffés, et ils finissent par les arracher, ce qui empêche les cheveux de pousser. En gros, Asta l'a divisé en 3 étapes. La première étape consiste pour les mages à nier que leurs cheveux tombent et à porter leur robe par-dessus. La deuxième étape consiste simplement à abandonner et à révéler leur crâne chauve. Et puis la troisième étape est celle où ils acceptent simplement la réalité et deviennent totalement chauves en se rasant la tête. Cependant, la quatrième étape est celle où ils mènent des recherches sur la façon de rendre l'impossible possible. Ils essaieront toujours de faire de la magie pour faire pousser leurs cheveux, mais personne n'a jamais réussi. Cependant, toutes ces caractéristiques ne semblent pas se produire pour Wenji qui se tient confortablement devant lui. Avant toute chose, Wenji s'excuse pour le comportement de son jeune frère. Asta demande alors à Wenji s'il travaille dans une académie. Wenji révèle qu'il est actuellement vice-doyen. Il sert ensuite une boisson à Asta. Asta est impressionné qu'une personne comme Wenji soit déjà vice-doyen dans une certaine académie. Il est presque sûr que Wenji est assez compétent car il ne peut pas obtenir le poste juste à cause du nom de sa famille. Wenji taquine Asta en disant qu'il est assez différent. Wenji révèle alors qu'il sait qu'on l'a encouragé à s'inscrire à l'académie Zinyan, ce qui est plutôt important. Wenji félicite Asta et lui dit que c'est une bonne opportunité pour lui d'apprendre. Wenji mentionne qu'il est aussi diplômé de l'académie, et qu'il est de la 145e promotion. Asta n'est pas impressionné parce qu'il n'a jamais demandé au type les détails qu'il lui donne volontiers.
Wenji le remarque et s'excuse rapidement, prétendant qu'il était juste excité, c'est pourquoi il dit des bêtises. Wenji suggère alors qu'ils en viennent au fait, mais avant cela, Wenji dit à Asta qu'il y a une chose qu'il aimerait confirmer. Wenji lui demande s'il serait prêt à risquer sa vie pour un ami. Asta est totalement déconcerté par la question. Wenji révèle que toute l'affaire concerne la réputation de la famille Blondor. Il fouille dans son espace de stockage et sort un livre. Le visage d'Asta s'illumine de choc quand il voit le livre. Wenji lui fait savoir qu'il sera prêt à lui donner le grimoire s'il peut risquer sa vie. Le livre est fondamentalement le secret de la famille Blondor, la lumière de la guérison. Pendant ce temps, Gamo s'occupe de son jardin, et elle pense au déménagement de Damian à l'académie. Elle est heureuse que tout ait été géré sans stress. Elle pense aussi à Asta comme à un bon ami pour Damian. Elle sait que la nature d'Asta est bonne même si Alfredo dit qu'il peut être un peu un crétin parfois. Gamo ne s'inquiète pas de ça puisque chaque enfant a un côté éhonté. Gamo est plutôt heureuse que même après qu'Asta ait appris le passé de Damian, il n'est pas changé envers lui. Gamo sait que les gens comme Asta sont assez différents, c'est pourquoi elle veut qu'il soit toujours à ses côtés. Néanmoins, Gamo connaît une amère vérité. Elle sait qu'Asta est comme un oiseau libre qui ne permettra à personne de l'enfermer. Cependant, elle prévoit de réfléchir aux nombreuses façons dont elle peut garder Asta près d'elle. À cause de son fils, Damian, elle veut faire tout ce qui est en son pouvoir pour garder Asta près d'elle. De retour dans le Majol, Asta se demande pourquoi Wenji lui offre la technique secrète de la famille. Il essaie d'évaluer la situation pour voir si c'est un piège. D'un autre côté, Wenji essaie aussi de lire les émotions d'Asta, mais il ne peut pas parce qu'il ne laisse rien transparaître. Il le compare à quelqu'un qui est sous un masque et qui ne peut pas connaître sa véritable identité. Wenji dit alors à Asta de bien réfléchir à sa réponse avant de la donner et de ne pas se laisser aveugler par la récompense devant lui. Asta dit alors à Wenji qu'il va lui donner sa réponse. Asta dit en gros à Wenji que si sa demande est quelque chose qu'il peut faire, il le fera. Et sinon, il n'a pas à le faire. Wenji dit alors à Asta que juste en entendant sa proposition, sa vie pourrait être en danger. De plus, s'il entend la proposition et refuse, Wenji dit qu'il pourrait juste avoir à le tuer. Sans aucune crainte dans sa voix ou son expression, Asta dit à Wenji qu'il est libre de le tuer puisqu'ils sont destinés à vivre une fois, bien que ce soit la deuxième chance d'Asta dans la vie. Après avoir entendu cela, Wenji libère son aura effrayante pour intimider Asta, mais il reste inébranlable. Quand Wenji réalise que le type ne s'effraie pas facilement, il sourit, disant à Asta qu'il a réussi le test. Il fait savoir à Asta qu'il a besoin de quelqu'un en qui il peut avoir confiance, mais ça ne peut pas être quelqu'un de sa famille. Wenji dit un tas de charabia avant de révéler ses véritables intentions. Il fait savoir à Asta que sa situation n'est pas une lutte de pouvoir au sein de la famille. Il dit que la famille est très proche, mais il semble qu'il soit sous étroite surveillance par la famille de clan. Asta est surpris d'entendre ça, et il demande à Wenji pourquoi la famille de clan le surveille. Puisqu'Asta a déjà dit qu'il se fiche de mourir, Wenji révèle son véritable dilemme. Il s'avère qu'il fait des recherches sur la magie des origines de la famille de clan, et qu'il pourrait avoir fait une découverte. Apparemment, il a pu obtenir la magie des origines célestes de la famille de clan, qui leur est exclusive. Asta entend ça, et il devient immédiatement très inquiet. Il réalise qu'il est assis devant un homme mort plus ou moins. Il demande alors à Wenji s'il fait des recherches pour la détruire. C'est alors que Wenji révèle qu'il a en fait trouvé un moyen d'améliorer l'art secret de la famille de clan et de le transformer en perfection même. Asta entend ça et conclut immédiatement qu'il est assis devant une personne extrêmement folle qui n'a aucun respect pour sa vie. Wenji prétend qu'il n'a pas pu résister à l'envie de mener à bien la recherche, c'est pourquoi il l'a fait. Asta voit Wenji comme un complet fou, mais en même temps, il réalise que le timing correspond parfaitement. Dans sa vie passée, quand De Clan a anéanti la famille Blondor, Wenji était occupé à mener ses recherches sur le nouveau cercle des 10 000. C'est pourquoi De Clan n'a pas hésité à attaquer la famille Blondor juste pour les anéantir parce qu'il a vu la possibilité de ce que le cercle des 10 000 pouvait faire. Il commence à comprendre que De Clan pourrait avoir adopté le pouvoir, c'est pourquoi il était incroyablement fort. Wenji demande alors à Asta s'il est disponible pour aider puisqu'il est prêt à faire passer sa recherche au niveau supérieur. Asta demande alors à Wenji pourquoi il est venu le chercher pour la mission. Wenji révèle qu'il n'a pas pu signaler la recherche à sa famille car il a l'impression qu'il y a une taupe quelque part, mais il n'arrive pas à la trouver. Asta dit alors que ça pourrait être un secrétaire, mais Wenji n'est pas d'accord avec lui disant que le problème est probablement lié à la voie d'acquisition. Wenji révèle alors qu'au moment où il a réalisé qu'il avait été découvert, il a pris quelques mesures. Asta lui demande alors pourquoi il ne se rangerait pas du côté de Clan puisque ça semble être la meilleure option, et qu'ils vont certainement l'accueillir. Wenji fait savoir à Asta qu'il a sa raison personnelle de ne pas aller vers eux. Puisqu'Asta n'est pas lié à la famille Blondor, Wenji le voit comme la personne parfaite pour l'aider. Wenji révèle alors que c'est un projet de recherche commun, mais qu'il ne peut actuellement pas progresser. Wenji assure à Asta qu'il va le récompenser correctement. Wenji veut qu'il remette la thèse au professeur parrain de l'académie Xénion. En récompense, il va lui donner le sort de lumière de guérison. Asta sent une opportunité et décide de la saisir. Il dit à Wenji qu'il a une meilleure offre pour eux.
Asta dit qu'il aimerait prendre le sort de lumière de guérison comme compensation et aussi le cercle des 1000 une fois que Wenji l'aura terminé. Asta parie le double ou rien. Quand Wenji entend ça, il admet qu'Asta est vraiment un crétin éhonté. Puisque la mission est critique, Wenji n'a pas d'autre choix que de dire oui. Il assure à Asta qu'il va lui donner le sort une fois qu'il l'aura terminé. Cependant, Wenji fait savoir à Asta qu'il a aussi une condition. Il aimerait qu'Asta l'aide avant qu'il ne termine le tout, et Asta lui assure qu'il n'a aucun problème à le faire. Tout en récupérant la thèse de Wenji, Asta le taquine en lui disant qu'il ne sait pas lire, mais il change la donne, faisant savoir à Wenji qu'il ne fait que plaisanter avec lui. Asta demande alors à Wenji si le professeur Perrin est quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Wenji révèle que lui et Perrin étaient camarades de classe à l'académie, et qu'ils ont toujours été rivaux. Ils essaient toujours de se surpasser dans tout, mais la rivalité a pris fin quand Wenji est retourné dans la famille. Asta n'arrive pas à croire qu'il va rencontrer un autre fou comme Wenji à l'académie. Quand Asta arrive dans sa chambre, il reçoit un tas de livres de Wenji. Il y ajoute également une lettre. Dans la lettre, il fait savoir à Asta l'ordre dans lequel il étudiera les livres pour l'aider à cultiver ses connaissances. Sans perdre de temps, Asta commence à organiser les livres, et il admet que Wenji est un génie. Asta commence ensuite à écrire sa liste de sponsors de livres, et en haut de la liste se trouve Wenji. Asta prévoit de mettre le livre de lumière guérissante dans la tour quand il la construira enfin. Cela donnera à chacun la possibilité de le lire, mais il sait qu'il doit en discuter avec Damian plus tard. Il prévoit d'utiliser le privilège d'ami pour inciter Damian à le faire. Asta est déjà fier de ce qu'il veut construire car il vise à inciter les gens à apprendre la magie. Il considère sa rencontre avec Wenji comme une rencontre très importante. D'un autre côté, Wenji est également heureux d'avoir rencontré Asta car il semble être une personne utile qui l'intéresse. De plus, il est impressionné par le fait qu'Asta n'avait pas peur de la mort. Ce n'était qu'une menace, mais le fait qu'Asta n'ait montré aucun signe de peur l'a rendu plus intéressé par lui. Wenji voit clairement que les yeux d'Asta sont ceux de quelqu'un qui ne craint pas la mort. Wenji est heureux d'avoir trouvé quelqu'un d'utile et non les cochons habituels avec lesquels il a travaillé. Wenji peut également sentir qu'Asta cache beaucoup de choses, mais il considère cela comme une bonne chose. Il considère essentiellement Asta comme quelqu'un qui partage le même rêve que lui. Peu de temps après, Asta se prépare pour l'académie. Il fait ses valises et met l'uniforme de l'académie. Lancy vient dans sa chambre pour le chercher. Elle lui dit qu'il devra passer par un simple enregistrement de documents lorsqu'il arrivera à l'académie. Lancey révèle ensuite que lui et Damian seront exemptés de l'examen d'entrée. Lancey complimente sa tenue et lui fait savoir que cela lui va bien. Asta se comporte comme un vrai gentleman et remercie la dame pour le compliment. Asta pense à l'exemption que lui et Damian ont obtenue et réalise que c'est une chose pour les familles prestigieuses. On appelle cela l'admission spéciale, et Asta est heureux de l'avoir obtenue aussi. Asta arrive à la calèche pour voir Damien et sa mère qui l'attendent. La dame dit au garçon de rester en sécurité à l'académie, et Asta le reconnaît. Gamo fait également savoir à Asta qu'elle prie pour qu'il atteigne les résultats qu'il désire. Asta sourit, remerciant la femme pour cela. Au fond de lui, Asta a pour objectif d'atteindre ses résultats sans aucun doute, car l'académie offre une multitude d'opportunités, et Asta cherche à tout saisir. Il a également hâte de rencontrer ses camarades de classe bien-aimés. Sur le chemin de l'académie, Asta vérifie le livre de sorts de lumière que Wenji lui a donné. Il est impressionné par les interprétations du livre parce qu'il l'a rendu simple. Apparemment, chaque noble a une façon d'interpréter les techniques, mais comparé aux autres versions, Asta pense que l'interprétation de Wangé fonctionne avec le principe céleste de deux clans. Momentanément, ils arrivent à l'académie. Asta reste près de la fenêtre pour regarder la célèbre académie Xénion. Lancy leur dit alors qu'ils sont arrivés au bout du service de calèche. Selon les enseignements du principe fondateur, lors de l'admission, quel que soit leur statut, tous les étudiants doivent marcher à pied. Lancy leur fait savoir qu'ils sont finalement arrivés à l'endroit où ils vont se séparer, et elle souhaite aux enfants un bon moment à l'académie. Après être sortis de la calèche, Damian attrape Asta et lui dit qu'ils doivent se dépêcher à l'entrée de la cérémonie parce que Lancey lui a dit qu'il pourrait ne plus y avoir de place disponible s'ils arrivent en retard. Asta est choquée d'entendre cela puisque la cérémonie d'entrée n'est pas un théâtre de village avec des places attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi. Juste à ce moment-là, il s'est rendu compte que c'était Lancey qui l'avait dit. Il comprend facilement que Lancey l'a mise en place comme un appât pour s'assurer que Damien ne traîne pas les pieds. Asta décide alors de jouer le jeu même si ce n'est que pour une fois. Ils arrivent bientôt dans la salle où se déroule la cérémonie, et Damien est époustouflé par le nombre de personnes présentes. Même si la moitié de la salle est vide, Damien croit toujours les paroles de Lancey selon lesquelles il n'aurait pas eu de place s'ils étaient arrivés en retard. Asta n'arrive pas à croire que Damien est encore assez stupide pour ne pas savoir qu'il s'est fait avoir. Asta sort ensuite leur réservation de place pour vérifier où ils sont censés s'asseoir. Damien désigne un endroit dans la salle et suggère qu'ils s'assoient là, et Asta est confus. Il n'arrive pas à comprendre le fait que Damien est excité d'être à l'académie alors que c'est lui qui s'enfuyait auparavant. Soudain, Damien rencontre un autre étudiant, un grand type géant nommé Exter. Le type regarde Damien de haut comme s'il était une sorte d'insecte. Asta aide ensuite son ami à se relever, lui demandant s'il va bien.
Damien assure à Asta qu'il va bien et blâme tout sur le fait qu'il ne regardait pas où il allait. Damien et Asta sont sur le point de partir quand Esther les arrête. Il s'avère que Damien avait étalé de la salive sur ses vêtements. Asta essaie toujours de comprendre toute l'affaire quand Damien se précipite vers le type pour l'aider à nettoyer la salive tout en y ajoutant plus de salive. Cela met Esther encore plus en colère, et il donne un coup de poing au visage de Damien. Cependant, Asta réussit à bloquer le coup de poing avant qu'il n'atteigne Damien. Asta dit au type d'arrêter sa crise de colère avant qu'il ne fasse une erreur. Extra demande avec colère à Asta qui il est, et Damien répond qu'Asta est son ami. Asta est d'accord avec cela, et Esther comprend enfin pourquoi Asta a aidé Damien. Cependant, Esther dit à Asta qu'il est sur le point de regretter sa décision. Asta sait déjà où va toute l'affaire, mais cela ne le dérange pas. Il comprend qu'Esther est prêt à régler le combat avec ses poings, pas avec des mots. Cela attire bientôt l'attention des autres étudiants dans la salle. Apparemment, Esther est le descendant direct de la famille Dolon. Les étudiants qui regardent font déjà des paris sur qui gagnera le combat. La plupart d'entre eux croient qu'Esther sortira victorieux du combat. D'un autre côté, un autre étudiant veut qu'ils empêchent le trio de se battre avant que les choses n'empirent vraiment. Ils croient qu'ils ne peuvent pas se battre correctement avec toute la salle bondée, mais un autre étudiant crée immédiatement une barrière autour du trio afin qu'ils puissent se battre à cœur joie. La plupart des étudiants commencent à encourager Esther, lui disant qu'il l'encourage à gagner. Pendant ce temps, il y a un étudiant effrayant au loin qui n'est pas impliqué dans le combat, mais il sourit comme s'il savait ce qui allait se passer. Une fois qu'ils sont dans la barrière, Esther se présente et exige qu'Asta fasse de même. Asta répond simplement qu'il n'est pas né de la noblesse comme Exté. Il veut qu'Exté le considère comme un gars au hasard qui ne fait que passer. Exté dit alors à Asta qu'il lui permettra de frapper en premier puisqu'il est un mage. Asta rit en entendant cela, et il taquine Exté. Ça suffit à forcer Esther à lui foncer dessus comme un maniaque. Asta rappelle alors au type qu'il est sur le point d'affronter deux personnes. Asta esquive le coup de poing du type avant de lui asséner un coup douloureux au visage pour le faire reculer. Esther n'arrive pas à croire qu'il vient de se faire frapper par un étudiant de l'académie à cause de la puissance du coup. Il commence à se demander si Asta est vraiment un magicien. Soudain, Esther réalise que Damien lui a jeté un sort de guérison. Il se demande pourquoi Damien fait ça, mais il ne sait pas qu'il est sur le point de subir la chose la plus brutale de toute sa vie. Il est perdu dans ses pensées quand Asta l'atteint et lui envoie un autre coup de poing dans le ventre. Avant qu'Esther ne s'en rende compte, plusieurs coups atterrissent sur son corps. Il comprend enfin ce que les deux sont en train de faire. L'un le bête pendant que l'autre le guérit. Il est obligé d'admettre qu'il s'est retrouvé face à des types complètement fous. Esther réalise soudain qu'il pourrait réellement avoir peur. Cependant, les autres étudiants qui regardent commencent à l'encourager. Ils lui disent de ne pas retenir ses coups puisqu'il est l'espoir des guerriers. Avec les encouragements qui arrivent, Esther finit par se ressaisir. Il déchaîne sa fureur en traitant Asta de simple magicien. Il balance son bras avec colère, mais Asta esquive le premier coup. Asta le félicite d'avoir essayé, mais Esther crie avec colère à Asta de ne pas le sous-estimer. Sans se retenir, Esther balance son bras droit, attrapant Asta. Asta est projetée en arrière tandis que les étudiants crient de joie parce qu'Esther est enfin dans le combat. Cependant, Esther ne semble pas fier de lui. Il sait qu'il a touché Asta, mais l'impact semble très léger. Asta réussit à faire pivoter son corps de manière acrobatique pour atterrir sur ses pieds. Esther est stupéfait de voir ça, mais il met de côté son choc et se précipite à nouveau vers Asta. Asta se retourne pour voir que Damien continue de lancer de la magie de guérison sur Esther. Avec ça, il sait qu'il va être difficile de l'achever, donc il doit l'éliminer avec un seul coup. Pour ce faire, Asta exploite une technique que lui et ses camarades ont développée dans sa vie antérieure. De la collision des particules magiques, Asta peut extraire de l'énergie. La technique utilise la magie, mais elle n'entre pas dans la catégorie de la magie ou même des arts martiaux. Il s'agit d'une application purement technique des propriétés magiques. Une fois qu'Asta a fini de préparer son mouvement, il permet à Esther de s'approcher très près de lui avant de le frapper avec. Cela laisse une onde de choc massive qui aveugle presque les spectateurs et détruit même la barrière. Tout le monde se demande ce qu'ils viennent de voir de la part d'Asta. Soudain, Esther s'écrase au sol et s'évanouit. Cela laisse tout le monde sous le choc car ils n'arrivent pas à croire que le puissant Esther vient de tomber à cause d'un seul coup de poing. Asta lève sa main comme un vrai guerrier juste pour pouvoir farmer son aura, et le reste des étudiants commencent à l'encourager. Ils commencent à se demander si Asta est vraiment un magicien à cause de la façon dont il a géré le combat. Damien est également excité qu'ils aient gagné le combat, et Asta lui tapote la tête. Le type de tout à l'heure, qui regarde de loin, sourit en fixant Asta. Juste à ce moment-là, l'un des professeurs arrive sur les lieux pour essayer de calmer la situation. Il n'arrive pas à croire que les étudiants se battent déjà dès leur premier jour à l'école. Il commence à demander qui sont les auteurs, mais les étudiants ont apprécié le combat, personne n'est prêt à balancer. D'un autre côté, Asta est déjà en train de planifier leur fuite des environs, mais Damien gâche tout avec son comportement psychopathe. Il crie pour attirer l'attention du professeur et lui dire que lui et Asta sont ceux qui ont causé des problèmes. Asta ferme les yeux de déception et de frustration alors que le professeur s'approche d'eux. Pendant ce temps, le géant Exter est inconscient sur le sol.
Les deux garçons sont ensuite appelés au bureau du professeur où ils sont réprimandés pour s'être battus. Cependant, le professeur laisse passer car Damien a avoué la bagarre sans stress. De plus, Exter n'a pas trop souffert de blessures après l'avoir examiné. Après cela, les deux retournent dans le hall et ont de la chance que la cérémonie n'ait pas encore commencé. Alors qu'ils traversent le hall, tout le monde les regarde à cause de leur dernier coup d'éclat. Ils n'arrivent pas à croire qu'Asta ait pu vaincre un artiste martial même s'il a l'air frêle. Alors qu'Asta maintient son aura, Damien salue les étudiants comme s'il était une vraie célébrité. Asta n'arrive pas à croire qu'il ait réussi à attirer l'attention sur lui, et il souhaite juste que Damien arrête d'agiter ses mains comme un putain d'abruti. Après avoir cherché dans le hall, ils finissent par trouver leur place. Peu de temps après, le directeur, un vieil homme petit aux cheveux blancs, monte sur scène pour s'adresser aux étudiants. Quelques minutes plus tard, le directeur s'adresse toujours à eux sans aucun signe de faiblesse de sa part, et cela impressionne Asta. Damien, d'un autre côté, dort et bave même partout. Asta est obligé de relever le type avant qu'il n'inonde tout de sa salive. Le directeur en est juste à son discours quand quelqu'un vient lui dire que quelque chose d'important s'est produit et que son attention est nécessaire. Il veut ignorer ça, mais quand il entend de quoi il s'agit, il n'a pas d'autre choix que de mettre fin à son discours et de remettre le podium à quelqu'un d'autre. Juste à ce moment-là, une dame aux cheveux brillants s'avance vers le podium pour parler, et son cri donne des frissons à tout le monde. Même Damien, qui était profondément endormi, s'est réveillé de la voix tonitruante de la femme. La dame se présente comme Gera, et elle leur fait savoir qu'elle sera celle qui continuera là où le directeur s'est arrêté. Gera suggère qu'il commence par le serment des nouveaux, et la première personne qu'elle appelle est la représentante de la division de magie, Dahlia de Denay. Certains étudiants sont choqués quand ils entendent ce nom car ils ne s'attendaient pas à ce que la famille Denay passe l'examen d'entrée. Certains pensent que ses compétences ne sont pas assez bonnes, c'est pourquoi elle est obligée de le faire, tandis que certains la défendent, disant qu'il est impossible que ses compétences fassent défaut car sa famille ne lui aurait pas permis de passer l'examen. Asta, d'un autre côté, sait qui est vraiment Dahlia. Apparemment, la famille Denay est la deuxième maison la plus renommée après la famille de clan. Dahlia a grandi pour devenir la future mage représentante de l'éternel deuxième Denay. Asta admet qu'elle était tout à fait capable car il a reçu de l'aide de sa part. Cependant, ils ne s'entendent vraiment pas bien, c'est pourquoi beaucoup les appellent de mauvais amis. Asta sourit après avoir entendu cela et exprime son bonheur que Dahlia ait rejoint la classe cette année-là. Une fois que Dahlia monte sur scène, j'ai rappelle le représentant de la division des arts martiaux, Paul. Sans autre nom annoncé, Asta pense que le type n'est pas d'une maison noble. De plus, Asta ne pense pas non plus que le type supplémentaire vienne d'une famille prestigieuse. Une fois que les deux ont fini de prêter serment, ils commencent à retourner à leur siège. Gera révèle ensuite qu'elle présentera les professeurs qui enseigneront à la classe. Elle exhorte les professeurs à s'avancer un par un. Alors que Dahlia descend les escaliers, elle regarde directement Asta, le choquant car elle a l'air de le regarder dans les yeux. Soudain, Dahlia rate une marche et tombe dans les escaliers, ce qui la met très mal à l'aise. À ce moment-là, le professeur Purin, spécialiste des principes de base de la magalogie, apparaît sur scène. Asta se rend compte qu'il est assez différent de Wenji, mais il décide d'attendre encore un peu avant de tirer sa conclusion. Après la cérémonie, Gera dit aux étudiants de suivre les indications pour rejoindre leurs dortoirs respectifs. Damien se réveille enfin, et Asta décide de lui faire une blague, en lui disant qu'il a été expulsé parce qu'ils l'ont surpris en train de dormir. Damien entend ça et hurle à plein poumon sans se soucier de rien. Asta regrette presque sa décision de lui faire une blague alors qu'il se dirige vers son dortoir car il ne s'attendait pas à ce que Damien crie comme ça. Il arrive enfin à sa chambre de dortoir, et il est impressionné par sa beauté. Dans un coin de la pièce se trouvent des fournitures pour faciliter la vie des étudiants. Alors qu'il range ses affaires, son colocataire, Paul, arrive dans la pièce. Asta est surpris de voir Paul avoir l'air si froid, comme s'il se fichait de tout. Paul ouvre alors la bouche, disant à Asta qu'il serait bon pour eux de vivre tranquillement parce qu'il n'a pas l'intention de se faire des amis. Paul assure à Asta qu'il se fiche de ce qu'il fait ou de ses affaires tant que cela ne l'affecte pas. En fait, il préférerait qu'ils arrêtent de se parler après les présentations, et Asta, qui n'a jamais peur de personne, engage un concours de regard avec Paul. Asta reste silencieux, ce qui énerve Paul qui exige de savoir pourquoi Asta ne lui donne pas de réponse. Au fond de lui, Asta se demande à quel point Paul peut être compétent, car on dit qu'il est entré en tant que meilleur étudiant. Asta décide de le tester, et il fait une fausse charge vers lui pour voir sa réaction. Paul attrape immédiatement son épée, et Asta remarque que sa position est plutôt bonne. De plus, le placement de son épée montre également qu'il sait ce qu'il fait. À ce moment-là, Asta entend la voix de Damien qui l'appelle de l'extérieur. Asta sourit comme s'il n'avait rien fait, et il dit à Paul qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Comme ils se mêlent de leurs affaires respectives, Asta taquine Paul en lui disant qu'il pourrait se mettre à chanter après minuit. Après avoir énervé Paul et l'avoir laissé confus, Asta sort de la pièce. Asta retrouve Damien, qui lui demande avec enthousiasme qui est son colocataire. Asta répond qu'il ne sait pas, ce qui choque Damien. Damien décide de ne pas insister et suggère de visiter l'académie car il y a beaucoup de choses à voir.
Damien veut qu'il vérifie tout dès le premier jour. Apparemment, l'académie est vaste, c'est pourquoi il est conseillé aux étudiants de se familiariser avec l'agencement afin de ne pas se perdre pendant leur séjour à l'académie. Même si cela semble stressant, Asta est partant car il a quelque chose en tête aussi. Asta veut savoir combien de dépanneurs il y a dans l'académie. Avec ça, les deux commencent à défiler dans l'académie. Ils trouvent bientôt un lac, et Damien exprime son incrédulité comme toujours. Asta comprend que Lancy était coincé avec Damien parce qu'il agissait toujours comme un putain de bébé. Fatigué de l'entendre se plaindre, Asta dit à Damien de demander à sa famille de lui faire un lac puisque leur domaine n'en a pas. Asta explique qu'il suffit de creuser le sol et d'y verser de l'eau. Damien est intrigué par l'idée, et il révèle avec enthousiasme qu'il dirait à sa famille de faire le lac encore plus grand que celui qui le regarde actuellement. Pensant au nom à donner au lac, il propose sang, sueur et larmes. Il trouve bientôt une statue cool, et Asta dit à Damien d'informer sa famille d'en faire une pour lui aussi. Asta continue de lui remplir la tête de plusieurs idées, et il suggère même de la faire en forme de dragon parce que les écailles seront magnifiques. De retour à la maison, Lancy ressent des vibrations vraiment bizarres, ce qui l'amène à se demander ce qui pourrait ne pas aller. Après avoir marché pendant un certain temps, Asta suggère de retourner au dortoir, et Damien est d'accord. Pendant qu'il visitait, Asta a compté 7 dépanneurs. Il décide de prendre en compte les dépanneurs qu'il n'a pas identifiés pour que le total soit de 10. Avec ses calculs, il comprend que le laboratoire de Parrain se trouve dans le deuxième hall de magie. Il fait rapidement le rapprochement pour comprendre que les dépanneurs en veulent à Parrain. Puisque Declan a déjà compris que lorsque G a des alliés, ils auraient commencé à soupçonner Perrin puisqu'il est dans la zone. Asta se demandait pourquoi ils ne suivaient pas Perrin, mais s'est rendu compte qu'ils avaient fait leur mouvement juste à temps. Asta décide de prendre les choses en main pour savoir dans quelle mesure les dépanneurs sont au courant. Asta se met en position idéale pour entendre 2 dépanneurs parler. Le dépanneur dit aux deux que le quartier général a émis une directive d'urgence, et qu'ils doivent se rassembler au nid de la cible. Le dépanneur 2 demande si leur cible est la principale ou la secondaire, et un lui dit qu'ils vont après la secondaire. Ils prévoient de livrer leur objectif à la cible secondaire avant minuit. Le dépanneur 2 comprend que puisque ONJ a fait son mouvement, Parrain est leur cible. Cependant, le dépanneur est inquiet pour les professeurs de l'école, disant qu'ils ne sont pas de taille pour eux. Le dépanneur explique ensuite que Declan lui-même ne viendra pas. Mais avant de commencer à se chier dessus, il fait savoir à deux que le démon du feu, Callahan, se joindra à eux. Cela choque d'eux parce que Callahan est le vice-chef du corps de mage de Declan, le Joyau Rouge. Cela signifie en gros que leur opération est couverte, et cela leur indique que Declan est prêt à tout pour la mission. En même temps, cela signifie que les dépanneurs sont en danger parce qu'ils se sacrifieraient juste pour s'assurer que la mission réussisse. Même si les deux sont inquiets, ils n'ont pas d'autre choix que de faire leur travail. Les deux s'éloignent de leur position pour rejoindre le reste de l'équipe juste pour s'assurer qu'ils ont le nombre au cas où ils en auraient besoin. À leur insu, Asta a tout entendu ce dont ils ont parlé, et il est surpris que Callahan, de toutes les personnes, vienne également à la mission. Asta se souvient que Callahan n'est pas une petite frite qui devrait être prise à la légère car à l'époque où il était encore un dépanneur, Callahan était déjà à son apogée. Après que la famille de Clan ait mis sa survie en jeu lors d'une bataille contre la famille Blandor, Callahan est resté fidèle à la maison en ruine, ce qui montre son niveau de dévouement. Bien qu'il soit actuellement dangereux, il est entré à son apogée après la guerre avec la famille Blandor. Il a essentiellement gravé son nom dans l'histoire en tant que mage de guerre en utilisant son feu mortel qui est pratiquement imparable. Puisque Callahan va venir, Asta comprend qu'il est important qu'il le capture. Il se souvient que la magie de Callahan est l'un des arts de la flamme de Declan. Même si les risques sont assez élevés, Asta pense que la récompense l'emporte sur le risque. Asta est satisfait de la façon dont les choses se passent à sa manière. Cependant, quelque chose d'important demeure, et c'est le fait que la thèse qu'il recherche tous est avec lui, pas Parrain. Puisque les dépanneurs sont toujours après Parrain, il commence à se demander si la thèse qu'il a est fausse. Cela lui dit aussi que la thèse livrée ce jour-là n'est rien d'autre que fausse. Plus tard dans le dortoir, Paul s'habille, et il s'avère qu'il est l'un des dépanneurs. Il pense qu'Asta dort, mais à son insu, l'Asta qu'il regarde n'est rien d'autre qu'un mannequin. Parrain est dans son bureau quand il sent la présence des dépanneurs parce qu'ils ont empiété sur son territoire. Il se demande pourquoi les dépanneurs sont si audacieux pour entrer dans l'académie. À ce moment-là, il lui vient à l'esprit que le dépanneur qui l'approche est un mercenaire, et étonnamment, c'est Paul. Il est capable de le reconnaître facilement grâce à son aura, et il lui donne un conseil, lui disant d'affiner les traits de son éther la prochaine fois. Du moins, s'il y aura une prochaine fois pour lui. Paul lui passe ensuite une enveloppe et Parrain comprend finalement qu'il s'agissait de ONG. Il se demande quel genre de tour ONG joue, les différents types de tours qu'il emploie actuellement. Soudain, la porte explose, et Callahan entre dans le bureau, laissant la peur sur le visage de Paul alors que Perrin reste calme. Callahan voit que Paul est terrifié par lui, et cela signifie simplement qu'il est conscient de ce qu'il peut faire. Callahan se tourne ensuite vers Perrin, lui demandant s'il a entendu parler de lui aussi, mais Perrin répond froidement que non. Perrin finit par se lever de sa chaise, disant à Callahan d'aller droit au but. Ça énerve Callahan. Mais avant de perdre son calme, il avoue que c'est la première fois qu'on le traite mal.
Callahan décide d'exposer ses conditions, et la première chose qu'il dit est qu'il veut Paul mort. Il se tourne ensuite vers Perrin en disant qu'il lui laisserait fondamentalement avec un bras et un œil. Callahan tire une boule de feu sur Perrin, mais il bloque avec un contre-pouvoir de glace. Cela laisse une énorme vague d'explosion qui secoue le bâtiment. Perrin se tourne ensuite vers Paul, lui disant qu'il est responsable de sa propre vie parce qu'il le considère essentiellement comme un mercenaire, pas comme un étudiant pour le moment. Paul n'a aucun problème à faire ça, et il sort son épée pour se défendre. Perrin se rend compte que les dépanneurs de deux clans ont dû lancer un sort d'obscurcissement, c'est pourquoi aucune alarme ne se déclenche, ce qui signifie que Perrin est fondamentalement coincé avec Paul. Callahan aperçoit l'enveloppe sur la table, faisant savoir que c'est exactement ce qu'il était venu chercher puisqu'elle a été envoyée à Perrin par la famille Blanc des poubelles. Puisque Perrin ne remettra pas l'enveloppe, Callahan décide de tout lâcher. Il déclenche un puissant sort de flamme qui fait trembler le sol, mais Perrin garde son calme pour s'assurer que ses pouvoirs de glace sont actifs pour contrer tout ce que Callahan lui lance. Juste à ce moment-là, les autres dépanneurs commencent à se déplacer, et Perrin décide finalement de devenir sérieux en déclenchant une frappe dévastatrice qui fait presque s'écrouler le bâtiment. Pendant ce temps, Asta regarde de loin, et il se rend compte que les choses deviennent assez sérieuses. Excité de voir de l'action après un certain temps, Asta met son masque, disant qu'il n'est pas Asta pour le moment, mais dépanneur 1. Asta serre le poing pour prier la lune et lui demande de lui donner la force d'être un bon dépanneur ce jour-là, même s'il n'a pas été le plus juste. Après sa prière, il saute vers le champ de bataille où le bâtiment touché est déjà en train de s'effondrer. Callahan, d'un autre côté, s'éclate à l'intérieur du bâtiment. Il est surpris qu'avec tout ce qu'il a fait, Paul soit toujours en vie, et il le félicite pour ça. Au fond de lui, Paul sait qu'il serait de la chair à canon s'il ne portait pas le talisman protecteur que Wenji lui a donné. Il ne savait même pas que c'était un talisman protecteur, et il s'estime chanceux de l'avoir sur lui. Perrin parle à Paul d'un ton très froid, lui disant de se pousser du chemin alors qu'il déclenche une puissante décharge de glace pour rivaliser avec la décharge de feu de Callahan. Perrin tapote ensuite l'épaule de Paul, disant qu'il s'est bien débrouillé jusqu'à présent, ce qui signifie qu'il peut réellement lui faire confiance. Perrin affiche ensuite l'un de ses puissants traits en infusant l'épée de Paul avec de l'éther, choquant Paul. Perrin lui demande s'il peut continuer à bloquer les attaques entrantes, et Paul dit oui aussi longtemps qu'il aura besoin de lui. Paul se rend compte qu'ils ont déjà dépassé le point de non-retour, et s'il ne peut pas tenir le coup, il est mort, c'est sûr. Callahan est impressionné par leur soudain jumelage parce qu'un mage et un garde sont exactement ce dont il avait besoin pour se battre. Callahan déclenche ensuite une autre boule de feu, et cette fois-ci, l'épée de Paul le lâche. Il est écrasé contre le mur, et Perrin se rend compte qu'avec Paul hors de l'équation, il n'a d'autre choix que de devenir vraiment sérieux. Apparemment, lorsque la quantité de mana présente dans la nature est limitée et que deux êtres faisant autorité donnent des ordres en même temps, une lutte pour le contrôle commence entre les dites entités. Perrin veut voir juste combien de dégâts Callahan peut encaisser de lui. Puisque Perrin demande un duel, Callahan est plus qu'heureux de lui faire plaisir. Les deux déchaînent leur puissance pour se frapper, et le bâtiment subit le plus de dégâts. Il s'effondre, et Paul tombe après avoir perdu l'équilibre. Alors qu'il tombe, tout ce qu'il peut voir, ce sont deux monstres qui s'affrontent sans rien retenir. Paul finit par s'écraser sur le sol, se demandant pourquoi il s'est joint au combat en premier lieu alors qu'il est loin de leur niveau de puissance. Pendant ce temps, les dépanneurs de loin sont totalement époustouflés par le niveau de destruction que les deux sont en train de créer. Sans réfléchir à deux fois, ils se rendent compte qu'ils vont être écrasés s'ils essaient d'interférer. Juste au moment où ils pensent être en sécurité, Asta apparaît par derrière, les éliminant, provoquant davantage un état de panique parmi eux. Après avoir éliminé tous les dépanneurs qui pourraient se mettre en travers de son chemin, Asta se dirige vers le lieu du combat. Son arrivée attire l'attention des deux, les laissant se demander de quel côté ils se trouvent. Avec une vitesse aveuglante, Asta atteint Callahan et l'attrape par le cou, lui disant qu'il est arrivé là où il va mourir. Effrayé, Callahan déclenche frénétiquement une décharge de feu, mais cela, à son tour, lui fait subir un contre-coup de mana. Callahan crache du sang, et à sa grande surprise, Asta est indemne. En fait, il se précipite déjà vers lui. En même temps, les dépanneurs se mettent en mouvement. Callahan se rend compte qu'il doit supprimer le contre-coup de mana s'il veut avoir une chance. Callahan sort une potion et la consomme tout en se demandant d'où diable quelqu'un d'aussi fort qu'Asta est sorti. Les dépanneurs essaient d'abattre Asta, mais ils bloquent facilement leur attaque tout en les envoyant valser avec une contre-attaque. Callahan voit ça, et il est stupéfait. Avant qu'il ne s'en rende compte, il réalise qu'il est en fait impressionné parce qu'Asta se déplace avec tellement de précision et une efficacité extrême. Même s'il est impressionné, Callahan est déjà énervé, et il déclare qu'il va tuer Asta. Il crée avec colère un tas de cercles magiques afin de pouvoir déclencher une décharge de feu encore plus puissante à partir d'eux. La puissance de feu est telle que Callahan frit ses propres hommes avec, laissant Asta totalement époustouflé. Avec l'épaisse fumée qui suit sa dernière attaque, Callahan se demande s'il a réussi à attraper Asta. Il sait que certains de ses alliés ont souffert de l'attaque, mais il s'en fiche vraiment. Il se concentre sur l'achèvement de la mission, sans se soucier de qui meurt dans le processus. Après être resté sur ses gardes pendant quelques secondes et ne rien avoir vu,
il suppose qu'Asta est mort. Il commence à sourire, croyant qu'il a exagéré sans raison. Il se rend compte qu'il va prendre le dessus sur Perrin s'il parvient à joindre ses forces aux autres dépanneurs. Soudain, son sang se glace quand il entend la voix d'Asta au loin, lui demandant s'il a fait de son mieux avec sa dernière attaque. Asta dit qu'il connaît le genre de personne qu'est Callahan, c'est pourquoi il a été capable de comprendre rapidement qu'il sacrifierait certains de ses hommes si cela signifiait se débarrasser de lui aussi. Debout au-dessus, Asta dirige son cercle magique vers lui disant qu'il est sur le point de mourir à cause de ses actions. Asta déclenche sa balle de mana, et sans aucun moyen de l'esquiver, Callahan regarde l'attaque arriver droit sur lui. La balle de mana frappe Callahan directement à la tête, perçant sa tête comme une balle de gros calibre. Après avoir réussi à éliminer Callahan, Asta admet qu'il était assez impressionnant parce que tout autre mage serait mort de la première attaque surprise. Il avoue que les attaques de Callahan étaient aussi mortelles que jamais, mais sa dernière attaque a en fait joué en sa faveur. Asta sait qu'il aurait certainement perdu si Callahan s'était associé au dépanneur de problèmes pour l'engager dans une guerre d'usure. Même s'il devient de plus en plus mortel, la réserve de mana d'Asta est assez basse, ce qui n'est pas impressionnant, c'est le moins qu'on puisse dire. Asta se dirige ensuite vers le corps de Callahan pour le fouiller. Il a de la chance et trouve son grimoire, ce qu'il cherchait. Apparemment, la plupart des mages de bataille ne font confiance à personne, c'est pourquoi ils portent même leur grimoire. Même si la sacoche spatiale a un sort de reconnaissance de propriétaire intégré, Asta n'est pas inquiet parce qu'il peut trouver un moyen d'annuler le sort plus tard. À ce moment-là, Perrin arrive et Asta lui dit qu'il est en retard. Perrin révèle qu'il s'occupait des quelques frites restantes. Perrin demande ensuite à Asta s'il fait partie de ceux qui le traquent, mais Asta l'exhorte à utiliser son cerveau parce qu'il vient de tuer un des hommes de 2 clans, et cela devrait lui dire où il se situe. En entendant cela, Perrin comprend que c'est Wenji qui a envoyé Asta, et il finit par baisser sa garde. Cependant, Perrin ne comprend pas pourquoi Paul l'a approché. Il se demande si Wenji divise la recherche en 2 articles, ce qui explique pourquoi il avait besoin de 2 envoyés. Asta mentionne alors que celui avec Paul pourrait être un faux. Il pense que Wenji a fait cela pour attirer les hommes de 2 clans au grand jour, comme un pêcheur qui remonte un poisson. Asta dit que Wenji essaie peut-être de renforcer la sécurité dans la région tout en s'assurant que l'influence de 2 clans dans la zone est réduite au strict minimum. Au fond, Asta pense que quelque chose ne va pas, car même si un sort de blackout a été utilisé, le combat était quand même dingue, et le chevalier impérial aurait dû se pointer. Cela ne peut vouloir dire qu'une chose, et c'est le fait que les chevaliers ont également été corrompus par 2 clans. Perrin demande ensuite à Asta s'il est le coursier, et Asta répond à sa question en sortant la thèse et en la lui remettant. Après l'avoir récupérée, Perrin demande à Asta s'il sait ce qu'il y a à l'intérieur, et Asta répond qu'il n'est pas idiot, donc il sait. Perrin se tient prudemment, et Asta lui assure que cela ne le dérange pas de le combattre, mais il devrait bien réfléchir à sa décision, car sa décision déterminera s'il vit ou s'il meurt. Perrin convient qu'Asta a raison, puis il demande à Asta s'il y a quelque chose qu'il veut en retour. Asta est confus par cela, et Perrin explique que Wenji ne fait confiance qu'aux personnes qui lui ressemblent. Puisqu'il est similaire à Wenji, Perrin pense qu'il doit gagner sa confiance en lui donnant quelque chose en retour. Asta réfléchit une minute avant de dire à Perrin ce qu'il veut, et il dit qu'il veut un livre. Cela semble déroutant pour Perrin, et Asta explique son plan de construire une grande tour. Asta continue en disant qu'il va placer des livres que tout le monde pourra lire à l'intérieur de la tour. Il dit ensuite à Perrin qu'il aimerait un livre qui soit écrit de son point de vue sur la science arcane. Perrin est choqué d'entendre cela, mais il assure à Asta qu'il va s'y mettre. Après leur brève conversation, Asta dit qu'il est temps pour lui de partir, mais Perrin lui demande comment ils sont censés rester en contact. Asta sort alors un cristal de communication et le remet à Perrin. Il lui dit que les 2 moitiés sont liées. Par conséquent, si l'un se brise, l'autre se brise aussi. Il dit à Perrin de casser un éclat pour l'appeler et d'en casser plus d'un en cas de problème. Après avoir expliqué comment le cristal peut être utilisé, il disparaît dans les airs. Peu de temps après, les chevaliers impériaux sont arrivés sur les lieux pour sécuriser la zone. Ils ont également évacué les élèves de l'académie en cas d'attaque de suivi. Ce faisant, Asta a pu se fondre dans la masse des étudiants. Il retrouve Damian qui lui demande où il était. Asta répond qu'il s'occupait de quelque chose. Pendant ce temps, Asta est presque sûr qu'avec les événements récents, la famille de clan va se retirer un peu. Alors que Damian essaie de le faire parler, Asta se demande pourquoi son sceau a réagi pendant la bataille. Il a senti la puissance résonner à travers la barrière lorsqu'il bloquait l'attaque de Callahan, et c'est quelque chose qui ne réagit même pas les jours normaux. Cependant, Asta est reconnaissant car c'est le sceau qui l'a aidé à bloquer la contre-attaque de Callahan. Asta essaie de se souvenir de ce qui s'est passé, et il réalise enfin que c'est le phénomène de rejet. C'est une technique qui est souvent utilisée par les mages pour empêcher le lanceur d'être blessé par sa propre magie. Asta est tellement troublé et confus qu'il ne savait pas quand il a parlé. Cela attire l'attention de Damien, et il lui demande ce qu'il voulait dire en disant qu'il ne comprenait pas. Damien exige de connaître le secret qu'Asta cache. Asta ignore Damien et continue de se demander pourquoi le sceau a réagi à ce moment précis et ce qui aurait pu le déclencher. Néanmoins, Asta comprend qu'il doit mener plus de recherches.
Il pense qu'il va obtenir des indices dans la bibliothèque de l'académie. Asta s'occupe de ses affaires lorsqu'un étudiant l'appelle soudainement par son nom de derrière, se présentant comme Shambi. Asta ne prend pas le type au sérieux jusqu'à ce qu'il mentionne qu'Asta est un assez bon combattant. Asta est immédiatement pris entre tuer Shambi, étant donné qu'il connaît déjà son identité, ou simplement le laisser tranquille. Avant qu'Asta ne puisse conclure sa décision, Shambi mentionne quelque chose qui lui sauve la vie. Il dit que le combat qu'Asta a eu avec la division de combat pendant la cérémonie d'entrée lui a fait forte impression. Asta réalise enfin qu'il a seulement gagné le respect des étudiants, et il pensait qu'il avait laissé une mauvaise impression. Asta essaie d'être modeste, disant à Shambi que le type qu'il a combattu manquait d'éther, mais les choses seraient différentes s'il se battait à nouveau. Shambi se gratte la tête nerveusement, mais il continue de suivre les deux, disant qu'il aimerait rester avec Asta. Shambi sourit, disant qu'il ne s'est encore rapproché de personne et qu'il est bizarre pour lui de rejoindre d'autres groupes. Même si Asta n'est pas entièrement à l'aise avec cela, il dit à Shambi de faire ce qu'il veut. Shambi est content d'entendre cela parce qu'il s'attendait à ce qu'Asta le repousse. Shambi ne perd pas de temps à déclencher une série de conversations avec Asta, donnant à Asta un certain sentiment de normalité car il a eu affaire à des lunatiques depuis son retour dans le temps. En gros, il avait même oublié ce que ça fait d'être normal. Pour sceller la vie normale, Asta pense qu'il doit pleinement s'installer à l'académie. Lors de leur premier jour de cours, Damian se plaint déjà de la somnolence qu'il ressent. Momentanément, Shambi apparaît aussi. Shambi n'arrive pas à croire qu'il soit obligé d'assister au cours après tout le chaos qui s'est produit la veille, et Asta est d'accord avec lui, disant que c'est dur. Avec ce qu'Asta a reconstitué, il voit que Shambi n'est pas issu d'une famille riche, mais il ne semble pas être quelqu'un de timide. En fait, il semble être du genre joyeux. À ce moment-là, Shambi mentionne que leur professeur principal est le professeur Gera. Asta est confus car il n'a jamais entendu ce nom auparavant, et Shambi lui explique que Gera est un gros bonnet. Apparemment, elle a autrefois massacré à elle seule une horde de trolls. À ce moment-là, Gera entre dans la pièce, et Asta se souvient immédiatement d'elle de la cérémonie d'entrée. Gera se tient devant la classe et se représente. Elle leur dit que le chaos qui s'est produit à l'école la veille n'a rien à voir avec eux, et qu'ils sont tous libres de continuer à apprendre. Gera dit aux étudiants qu'avant toute chose, ils vont subir un test d'évaluation du mana. Ce test évalue à la fois la quantité et la qualité de leur mana. Gera leur demande ensuite ce qu'ils pensent être le plus important. Une des étudiantes, une fille nommée Argan, lève la main pour répondre à la question. Elle dit qu'il n'y a pas de réponse définitive à la question car si l'on possède déjà un certain niveau de mana, elle pense que le mana compte davantage. Gera exige alors de connaître sa raison pour la réponse qu'elle a donnée. Elle donne un exemple en disant que face à un mage de puissance égale, celui qui a une qualité de mana supérieure obtiendrait naturellement l'avantage. Quand Asta entend cela, il comprend que la fille parle en gros de la réponse du manuel. Avec l'expérience qu'Asta a, il sait que la qualité du mana affecte la précision, la stabilité et la puissance des sorts. En gros, avoir une tonne de mana ne sert à rien si le mage ne peut pas atteindre sa cible. Gera semble totalement déçue de la réponse qu'elle a reçue, et ça se voit clairement sur son visage. Elle demande ensuite à connaître la famille d'Argan, et elle répond qu'elle vient de la maison du baron Pellam. Gera a l'air absolument dégoûtée, disant qu'elle pensait déjà la même chose. Cela laisse Argan anéanti, les larmes aux yeux. Gera pose ensuite la question à nouveau à la classe, mais personne n'est prêt à subir le même sort qu'Argan. Soudain, elle désigne un élève, Epel, le surprenant. Il se lève nerveusement, et comme il ne connaît pas la réponse, il se contente de dire que la quantité de mana est la plus importante. Epel dit qu'il est possible que, dans les batailles à grande échelle, le mana total ait un impact plus important. Asta est d'accord avec lui dans une certaine mesure, disant qu'il y a des cas où la quantité peut l'emporter sur la qualité. En gros, les deux sont essentiels, mais cela dépend de la variable sur laquelle ils opèrent. Tout comme Argan, Gera est déçue de la réponse qu'elle a reçue, et elle réserve à Epel le même traitement qu'à Argan. Gera n'est pas prête à abandonner tant qu'il n'a pas une réponse convenable, et elle continue d'interroger les élèves les uns après les autres. La classe murmure déjà à quel point elle est agaçante parce qu'elle les stresse dès le premier jour d'école. D'un autre côté, Asta réfléchit déjà à la réponse qui satisferait la question de Gera. Juste à ce moment-là, Gera mentionne qu'elle a déjà entendu tout ce qui devait être dit, et elle admet qu'ils étaient tous proches de la réponse. En fait, il n'y avait pas de bonne réponse dès le début, et elle ne cherchait pas une bonne réponse. Gera leur demande ensuite si la réponse qu'ils lui ont donnée venait vraiment de leur cœur ou s'ils essayaient juste de dire ce qu'elle aime entendre. Leur rappelle qu'un mage n'a pas le droit de perdre sa conviction, peu importe quand ou où. De plus, ils ne doivent pas se laisser influencer par la tentation, et ils doivent avoir la force de maintenir leur volonté jusqu'au bout. Elle leur demande ensuite si, avec la réponse qu'ils lui ont donnée, ils peuvent qualifier leur état d'esprit de celui d'un vrai mage. Gera leur dit la chose la plus importante, en disant qu'ils doivent devenir de vrais mages. Avec ce message transmis, Gera les exhorte à garder ce message près de leur cœur. Au final, Asta réalise qu'il avait raison, et il en conclut que cette dame a une façon vraiment bizarre d'enseigner. Une fois que c'est l'heure du test de mesure du mana, la première personne qu'elle appelle est Argan.
Gera la choque quand elle dit qu'elle va être la représentante de la classe. Gera admet que sa réponse précédente était impressionnante, et comme elle est la représentante, c'est elle qui enregistrera la mesure. Est choqué de voir ça, et il comprend comment Gera enseigne à ses élèves. Restant fidèle à lui-même, Asta était totalement impressionné. Les élèves sont surpris de voir l'équipement, qui est dit être vraiment difficile à trouver. Gera sait que la plupart d'entre eux n'en ont jamais vu, et elle sourit diaboliquement, disant qu'il est temps de connaître leur niveau de mana. Le but de ce test est de savoir s'il y a un monstre parmi eux. Gera explique qu'il est assez simple d'utiliser l'appareil. Pour montrer à toute la classe comment ça marche, elle dit à Arjun de placer sa main sur l'orbe de cristal et d'y canaliser son mana. Arjun s'approche de la balle et fait comme on lui dit, et l'appareil s'allume très fort. Ça l'épate, et Gera pointe l'indicateur principal parmi tous les indicateurs présents. Elle dit que la qualité du mana varie de 1 à 10, et le niveau d'Arjun est de 4, ce qui fait d'elle une jeune femme impressionnante. Apparemment, les étudiants de première année de l'année dernière avaient une moyenne de 3 sur l'indicateur. Argan rougit fort quand elle entend ça, et elle remercie Gera pour le compliment. Après ça, Gera dit que la prochaine chose à mesurer est la quantité de mana, et elle est tenue de simplement verser son mana dans l'appareil. Pour sa quantité de mana, elle s'arrête à 17. Étonnamment, Gera dit que c'est aussi un score impressionnant car le dernier étudiant de première année s'est arrêté à 15. Gera la félicite, disant qu'elle semble être une femme travailleuse avec le score fou qu'elle a vu. Cela définit immédiatement la norme pour le reste des élèves qui commencent à prier pour obtenir quelque chose de bien aussi. Asta, d'un autre côté, peut déjà voir qu'Arjun va devenir décent. Gera prend bientôt congé parce qu'elle a quelque chose à faire, mais elle dit à son professeur adjoint de continuer avec la mesure. Les élèves commencent à sortir un par un pour vérifier leur potentiel. Avec la mesure, ils savent tous où ils manquent et où ils doivent s'améliorer. Juste à ce moment-là, Chambi s'approche d'Asta, l'exhortant à se lever pour qu'ils puissent mesurer leur niveau de mana. Asta accepte ça, mais Damien est occupé à dormir comme un mouton à nouveau. Soudain, une étudiante nommée Furion s'avance pour mesurer son niveau de mana, et son score épate tout le monde. Furion atteint le niveau 6 pour la qualité, tandis que sa quantité atteint 20. Asta est surpris que Furion soit de la même maison que Dahlia, mais ils ont des couleurs de cheveux différentes, ce qui signifie qu'elle est d'une branche familiale. L'assistant comprend également pourquoi ses scores sont impressionnants car elle vient d'une famille prestigieuse. Cependant, il lui fait savoir qu'il y a encore un peu de travail à faire. Quelques instants plus tard, Damien se réveille enfin de son sommeil, totalement confus quant à ce qui se passe. Asta lui dit initialement de retourner dormir, mais il change d'avis et lui dit qu'ils subissent la mesure du mana. Damien semble désintéressé et demande pourquoi il mène l'expérience en premier lieu. Asta dit qu'il n'en a aucune idée, mais comme ça ne leur enlève rien, il pourrait aussi bien vérifier. Parce que c'est pendant la session de cours, Damien s'excite et crie qu'il va essayer de mesurer son mana aussi. Asta n'arrive pas à croire que Damien se précipite sérieusement, et les gens parlent déjà de l'apparence jeune de Damien. Asta a également gagné en popularité depuis qu'il a battu Exter. Parmi le groupe, Chambi est le seul mec inconnu. Asta n'est pas content qu'on l'ait étiqueté comme un batteur d'élèves alors que Damien était même celui qui était excité par toute cette affaire. Damien atteint la scène, et le professeur l'exhorte, lui disant d'essayer l'appareil. Après avoir confirmé ce qu'il doit faire, Damien touche la balle, et au moment où l'indicateur prend la lecture, toute la classe est sous le choc. Personne ne croit ce qui se passe juste devant eux, et même Furion se casse presque le cou en regardant le tableau. Damien est fondamentalement dans la catégorie de ceux qui sont appelés des monstres. Il a une qualité de mana de niveau 9, tandis que sa quantité de mana est de 67. De toutes les personnes dans la pièce, Asta est le seul qui n'est pas surpris du tout. Asta comprend que tout le monde se fige en présence de la grandeur. Asta est conscient que Damien est un génie, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il démolisse entièrement les scores élevés. Damien, comme d'habitude, ne connaît même pas les implications de ce qu'il vient de faire, et il commence à demander si son score est considéré comme élevé. Asta réalise enfin comment Damien est devenu un monstre. Cependant, il est à peu près sûr que Damien aurait été une meilleure personne qui aurait pu changer le monde s'il avait suivi le bon chemin. Cette fois-ci, il est là pour le nourrir et s'assurer qu'il prend le bon chemin. C'est parce que la famille Blandor est la seule qui puisse rivaliser avec deux clans. Asta prévoit de faire transcender Damien au-delà d'un niveau qu'il pensait impossible. Le professeur a ensuite exhorté Damien à ne pas laisser le score lui monter à la tête car il doit encore travailler dur. Damien assure au mec qu'il en est conscient. Damien se précipite vers Asta, lui demandant s'il a mesuré le sien, mais il dit non. Damien l'exhorte à mesurer le sien, et Asta sait que les élèves attendront déjà pour le comparer à Damien. Puisqu'il n'a pas le choix, il s'approche de la boule, et il décide de rester discret pour ne pas attirer l'attention. Asta touche la boule après avoir ajusté le mana comme il le souhaite, mais il se rend vite compte que la boule est réglée si bas, ce qui signifie que son petit mana a fait quelque chose de fou. Le système affiche initialement 10 pour Asta, mais la machine s'éteint soudainement, affichant un message d'erreur car le seuil a été dépassé. Damien se réjouit, mais Asta dit rapidement au professeur qu'il pourrait avoir besoin de refaire le test car la machine a mal fonctionné. Damien est le seul à savoir qu'Asta essaie juste d'être modéré.
Le professeur réinitialise ensuite la machine, et cette fois, Asta règle son mana si bas qu'il n'affiche que 3 pour la qualité et 15 pour la quantité. Les étudiants y croient immédiatement, comme Asta le voulait. Asta est content d'avoir réussi. Cependant, Damien n'est pas content de ce qui vient de se passer, et il utilise même un juron. Au premier département de magie, Gera se tient dans son bureau pour surveiller la reconstruction du deuxième hall des mages. Quelques instants plus tard, l'assistant professeur, Yervi, se présente avec les relevés de mesure du mana. Gera vérifie et parle des scores qui attirent son attention, et elle dit que Damien va avoir besoin d'encadrement. Soudain, ses yeux tombent sur le score d'Asta, et elle se rend compte qu'il y a eu un nouveau test en raison d'un message d'erreur. Au moment où elle voit cela, elle comprend qu'Asta n'est pas un enfant ordinaire, et elle doit le surveiller.